OK, on recommence. Vous m'entendez bien? Même en ligne. Donc, bienvenue à cette séance. C'est les 19h01. Séance du 11 août 2026. Donc, c'est une séance régulière. Nous sommes à Saint-Colomban. Donc, je disais que j'étais en présence d'un conseil modèle 2020. Les séances du mois d'août, mois de septembre vont être caractérisées par quelques absences qui sont liées à des vacances. Toutefois, ce que je disais, c'est que la semaine dernière, on a eu un caucus en Teams. Et on adore les Teams parce que souvent, on est plus disciplinés. Hein? On parle un après l'autre et non pas tous en même temps. Donc, c'est pas parce qu'il y a des absents en séance ordinaire que les gens ne travaillent pas. Puis le team, souvent, nous permet de répondre à ça durant la période de vacances. Et je vous rassure, nos caucus sont assez vivants et teintés d'argumentaire. Mais comme je l'ai dit, le Teams est plus facile des fois à gérer pour un maire qui est entouré de conseils municipaux engagés et engageants. Donc, on va y aller de ce pas. Donc, j'avais fait l'ouverture de la séance. Je voulais surtout dire, avant qu'on commence le début de la séance, j'ai été interpellé quand même à quelques reprises concernant les inscriptions de hockey au cours des dernières semaines. On a convoqué une rencontre avec l'association, avec la Ville de Mirabel. On veut clarifier certaines choses. Il semble que la façon dont les gens doivent s'inscrire avec l'association de Mirabel génère de la confusion, puis on veut essayer d'améliorer ça. Je veux répéter les termes de l'entente. Donc, nous, on a une entente qui est similaire avec la municipalité de Saint-Hippolyte. Dans cette entente-là, évidemment, il y a la tarification qui est établie par l'Association de hockey mineur Mirabel, sur laquelle ils appliquent une tarification non résident de 550 plus le frais d'inscription. Donc, mais à ça, il faut soustraire un rabais que la Ville de Saint-Colomban, le conseil municipal, avait accepté d'accorder à n'importe qui faisait l'objet d'une inscription d'activité sportive. Évidemment, le hockey ne fait pas exception. Donc, c'est un rabais de 225 par inscription. Donc, la tarification pour l'inscription, ça tourne autour, si ma mémoire est bonne, de 935, 925 ou 915. Là. Donc, c'est 1140 moins 225. Vous ferez la soustraction.
Cela dit, dans le logiciel d'inscription, on ne mentionne pas bien le fait d'appliquer le rabais que Saint-Colomban a décidé d'offrir à ses jeunes sportifs. Ça génère énormément de confusion. Évidemment, je comprends les parents de se comparer avec les tarifs d'inscription de la Ville de Mirabel et de la municipalité de Saint-Hippolyte, puis on va régler ça. Je sais qu'il y avait eu le même type de confusion l'année passée et semble-t-il, l'association de hockey avait rétro-agi pour permettre le remboursement aux parents, mais là, on veut s'assurer que la transmission de l'information soit juste et équitable et que l'information qu'on retrouve sur les sites web ou sur les sites d'inscription soit la bonne pour éviter toute insatisfaction, toute confusion. Je vais aussi évidemment vous faire un petit topo sur les travaux. Là. J'entendais quelques personnes parler un petit peu plus tôt là, concernant les travaux de montée de l'église. Donc, ça va bon train. La rue de l'Accueil aussi, là, il y a déjà eu la première couche de pavage pour les sections qui nous appartiennent. Il va rester un bout à excaver et à travailler entre, si ma mémoire est bonne, Artisan et Colombière ou autour de ces rues-là. Et aussi, on est bien content aussi des travaux qui ont été terminés sur la rue aux Mers. Pour ceux qui habitent ce secteur-là, ça fait énormément de bien. Et on souhaite là, que les travaux sur la rue du Liège se terminent. Il y a 2 aussi dossiers pour lesquels les travaux tardent. À notre avis aussi, à l'avis de quelques citoyens. Évidemment, c'est le pavage de la rue Béatrice et le pavage de la rue des Patriotes. Ce sont 2 rues qui sont encore sous la possession, donc sous la propriété des promoteurs. Donc, malgré les questions que vous nous posez, nous ne sommes pas maîtres d'œuvre à cet effet-là. Nous devons toutefois nous assurer que notre protocole d'entente soit respecté, donc que les obligations de travaux ou d'exigences quant aux infrastructures routières soient répondues. Et seulement si tout est répondu, on donne le OK pour le pavage. Donc, on le souhaite ardemment que ceci se fasse dans les prochaines semaines pour ces 2 rues-là. Donc, ça m'amène à l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de retrait ni d'ajout séance tenante. Ça prend quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Valérie Gravèche a proposé. Merci, Mme Gravel. Période d'intervention réservée aux élus. On commence avec Mme Wilson. Oui, bonjour. Excusez, j'étais comme un peu perdue. Aujourd'hui, je veux vous inviter à notre Festi-Rock qui aura lieu le 29 août prochain. Donc, Festi-Rock qui met en vedette, et là, vous m'excuserez de mon anglais pas si bon que ça, des groupes comme The Planet Smasher, de St. Catharines, Belvedere et beaucoup plus. Il y aura aussi des activités pour les mini-punks qui sont au programme tout l'après-midi. Donc, joignez-vous à nous en famille de 13h à 22h. Donc, ne manquez pas notre Festi-Rock cette année à nouveau. C'est ici au Parc Félan, là, en avant du Centre récréatif et communautaire. Merci beaucoup, Mme Wilson. Mme Dorèche. Oui, alors bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous parler de la bourse sportive d'élite pour les parents qui ont des jeunes de 17 ans et moins et qui s'illustrent dans leur sport, soit sur la scène provinciale, nationale et internationale. La période d'inscription, elle est du 1er septembre au 20 octobre. Pour savoir les critères d'admissibilité, vous devez aller voir sur le site de la Ville, vous y trouverez les informations. Je vous souhaite une bonne séance du conseil. Merci, Mme Dorèche. Mme Gravel. Mme Scriven. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien à la maison et ici en séance tenante. Moi, je voulais simplement vous parler des postes qui sont disponibles à la ville. Donc, on a un poste comme intervenant psychosocial, également un technicien à l'urbanisme et un commis au compte payable. Donc, je vous invite à aller voir les descriptions de postes sur le site de la ville de Saint-Colomban. Merci, bonne soirée. Merci, Mme Scriven. Mme Rabi-Beaulieu, s'il vous plaît. Merci. Alors, moi, je vous parle d'une nouveauté cette année. Donc, dès cet automne, la Ville va proposer une nouvelle offre, une programmation de loisirs pour tous et pour tous les goûts. La programmation va être disponible le 17 août via le portail citoyen. En fait, c'est vraiment une nouvelle offre qui va être administrée, gérée et proposée par la Ville pour aller un petit peu plus dans la diversité. Donc, on va toucher autant les arts que les sports en passant par diverses alternatives de divertissement. On s'en parlait déjà tout ce matin et tantôt en séance tenante qu'on avait une belle programmation. Alors, on va la bonifier. Voilà. Donc, dès le 17 août, en ligne. Merci beaucoup, Mme Rabi-Beaulieu. Mme Dorèche me glissait à l'oreille, effectivement, avec
vitesse. Je voulais saluer la présence de notre député fédéral, là, M. Tim Watchorn, qui nous fait le bonheur d'être présent avec nous et qui, à ce que je comprends, sera aussi présent lors du Festi-Rock, mais je le souhaite habillé autrement. Il va s'ajuster au look de la journée. 2.1.2, période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Donc, c'est une période de questions qui est dédiée au public, qui concerne les points de résolution qui sont tenus à être votés ce soir dans le but de nous influencer avant la tenue du vote. Et évidemment, comme à chaque mois, il y a quand même une période de questions réservée à tout sujet d'intérêt public à la fin de la séance. Donc, si jamais il y a des questions, c'est le temps de se présenter. Sinon, comme je l'ai dit, on prend les questions quand même à la fin de la séance. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça va aller à la fin. Oui, sans problème. Il n'y a pas de questions en ligne non plus. Donc, on poursuit. En suivi, évidemment, le mois dernier, il y avait eu une seule question qui avait été posée en ligne et toutes les questions posées par M. Drouin. Michel Gouin. C'est ça, Michel Gouin. Avaient été répondues séance tenante, donc il n'y avait pas de suivi à faire. 2.1.4, il va trouver ça drôle s'il m'écoute parce que je me mélange tout le temps. 2.1.4, dépôt du procès-verbal du comité consultatif de l'agenda 21 local du mois de juin 2026. La rencontre s'est tenue le 22 juin dernier. 2.1.5, autorisation de versement d'un appui financier symbolique au profit de la maison Centre Marie-Ève ou du Centre Marie-Ève dans le cadre de sa campagne de financement. Donc, c'est d'autoriser le versement d'un appui financier symbolique de 175 $ au Centre Marie-Ève et d'imputer évidemment cette dépense au code budgétaire associé. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je vais proposer. Merci beaucoup, Mme Dorèche. Bon, je vais juste me connecter comme il faut. Je vais avoir de la lecture à faire. Non, ça devrait marcher. Mettons-le. Non. Si je pouvais avoir un nouveau mot de passe CIGED, ça ne fonctionne pas dans mon ordinateur. Est-ce que c'est possible d'ici? Parce que je voulais lire des articles de règlement plus tard, s'il vous plaît. OK, 2.1.6, autorisation de signature en temps de transaction et quittance dans le cadre de travaux sur la rue du Mistral. J'ai vu M. Chouchok dans la salle. Considérant que des travaux seront réalisés sur la rue du Mistral par le titulaire du protocole d'entente ayant procédé à sa construction afin de réaménager les ouvrages de drainage pour assurer une meilleure gestion des eaux s'écoulant sur le terrain à proximité. Considérant qu'il y a lieu de conclure une entente de transaction et quittance avec le propriétaire concerné relativement à ces travaux sur la rue du Mistral, considérant qu'à la suite de la réalisation des travaux, il y a lieu d'établir sur le lot 6 385 892 une servitude d'écoulement des eaux en faveur des lots 5 133 110 et 6 385 899 du cadastre du Québec de la rue du Mistral appartenant à la Ville. Donc, il est proposé d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer l'entente de transaction et quittance dans le cadre des travaux sur la rue du Mistral, d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer tous les documents requis afin d'établir une servitude d'écoulement suivant la réalisation des travaux sur la rue du Mistral. Il est entendu que tous les frais inhérents à l'établissement de la servitude sont aux frais du titulaire du protocole. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabi-Beaulieu, je vous propose. Merci, Mme Rabi-Beaulieu. 2.1.7, autorisation de signature d'une promesse de cession et autorisation de travaux sur une partie du lot 6 242 724 relativement aux travaux d'aménagement d'un sentier multifonctionnel sur la rue du lac Rinfraie. Considérant que la Ville effectue des travaux pour l'aménagement du sentier, considérant qu'une entente est nécessaire afin de réaliser des travaux sur une portion du tracé existant, lequel empiète sur le lot 6 242 724, considérant que suivant la réalisation des travaux, il y a lieu d'acquérir la partie du lot sur laquelle le sentier est aménagé, il est proposé d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer la promesse de cession et autorisation de travaux sur une partie du lot mentionné, ainsi que tous les documents requis à l'acquisition de la partie du lot précité, de mandater un arpenteur géomètre et de mandater un notaire afin d'effectuer la préparation de l'acte notarié et sa publication. Dans ce cas-ci, les frais inhérents à l'opération cadastrale et à cet acte de cession sont aux frais de la Ville, incluant les coûts associés à la réalisation d'un nouveau certificat de localisation à la suite des travaux. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci, Mme Gravel. 2.1.8, autorisation de signature acquisition du lot 6 574 981 du cadastre du Québec, Côte Saint-Patrick. Donc, considérant que la Ville désire se porter acquéreur du lot que je viens de nommer, considérant la promesse de cession intervenue entre les parties en date du 3 mai 2023, il est proposé de mandater un notaire afin d'effectuer la préparation de l'acte notarié et sa publication, d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer tous les documents requis afin de procéder à l'acquisition du lot 6
574-981 du cadastre du Québec. Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte d'acquisition sont à la charge de la Ville. Donc, on est vraiment sur la section Côte-Saint-Patrick Est. Donc, vous voyez, ça, c'est le cadastre historique. Là. Ça, c'est le chemin qu'on a réaménagé finalement entre Montée-l'Église et la Côte-Saint-Nicolas. Donc, ici, on a vraiment le chemin historique. Là, on a fait l'acquisition dans le passé d'une partie de ce chemin-là pour aller chercher une pleine largeur d'emprise de 21 mètres. Donc, ici, on continue les démarches dans le but notamment là, de réaliser un sentier multifonctionnel qui va lier le secteur et qui était aussi une demande du club équestre Bonnybrook et qui, nous, va nous permettre là, vraiment de, j'ai envie de dire, d'améliorer beaucoup la mobilité active, mais aussi l'appréciation là, de deux secteurs qui étaient mal tissés, j'ai envie de dire. Là. C'est un chemin historique, hein, c'est un chemin patrimonial, la Côte-Saint-Patrick. Puis elle a été abandonnée parce qu'au niveau stratégique, dans les dernières peut-être 4-5 décennies, elle était moins employée. Si vous vous rappelez la situation qu'on a vécue à l'intersection de la montagne avec la ville de Saint-Jérôme, ça a mis beaucoup de pression sur le réseau routier de la ville de Saint-Colomban. Donc, une des solutions qu'on avait, c'était de travailler justement sur l'amélioration de ce secteur-là, la Côte-Saint-Patrick, pour donner des options aux gens qui habitent, par exemple, la rue McAndrew, la rue Rudolph, la rue du Sommet. Il y en a quelques-unes, une partie de la rue Jacques aussi, des Cervidés. Donc, ça leur permet d'accéder au centre-ville de manière beaucoup plus efficace que s'il y avait à emprunter le segment de la Côte-Saint-Nicolas, Côte-Saint-Paul et d'arriver ici. Donc, c'est une stratégie pour envoyer la pression de la circulation un petit peu plus vers l'ouest. Il y a cet élément-là, mais il y avait aussi l'autre élément qui faisait que quand on a subi des inondations en 2014, il y a un ponceau, je pense, ou un pont qui avait été emporté par les pluies diluviennes. Puis ça avait isolé ce secteur-là. Donc maintenant, ça nous donne une option dans la perspective où le ruisseau Bonnybrook, par exemple, aurait une pression sur sa capacité hydrique. Bien là, ça amène les gens à ne pas être isolés dans ce secteur-là. Donc, il y a quand même plusieurs éléments intéressants qui sont conjoints. Est-ce que quelqu'un avait proposé? Non, mais je vais le faire, M. le maire. Merci, Christiane Wilson. Mme Wilson. 2.1.9, autorisation de signature. Premier amendement, l'entente de partenariat avec Éco-entreprise Québec. Donc, il s'agit c'est une autorisation de signature. L'amendement consiste à changer le lieu de destination des matières recyclables de la municipalité de Sainte-Sophie. C'était un appel d'offres conjoint qu'on réalisait, la ville de Saint-Colomban avec la municipalité de Sainte-Sophie. Donc, Sainte-Sophie, dorénavant, devra envoyer ces matières recyclables sur le site situé à Joliette, au lieu de celui qui était situé à la chute, si ma mémoire est bonne. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, Christiane Wilson. Merci beaucoup. 2.1.10, acceptation de la cession d'une offre d'achat. Lot 6 152 584 du cadastre du Québec, Côte-Saint-Nicolas, considérant que dans le cadre du processus d'aliénation du lot que je viens de nommer, prévu au règlement numéro 1019 relatif à la vente de terrain tel qu'amendé, une seule offre a été déposée à la Ville. C'est un point qu'on a traité le mois dernier. Donc, l'objet un peu de la résolution, c'est le changement de propriétaire. Là. Il y a eu confusion. Donc, les noms qui demandaient l'acquisition, c'était les pharmaciennes. C'était plutôt, j'ai comme vendu le punch. C'est comme des propriétaires qui voulaient exploiter un commerce. Et il faut plutôt, selon comment fonctionne la marque, c'est plutôt un promoteur qui doit être propriétaire et qui loue ensuite aux gens qui vont profiter de l'espace. Donc, vous réécouterez en archive si jamais vous voulez entendre le scoop. Je m'excuse. Donc, considérant qu'au terme de la résolution 258-07-2026, la Ville a accepté l'offre d'achat au montant de 500 000 sous réserve d'imposition de conditions particulières détaillées à même la résolution. Considérant que les offrants désirent céder à un tiers leurs droits découlant de l'offre d'achat afin que l'acquisition reflète adéquatement la structure de leur projet, sans modifier le projet en lui-même, ses objectifs ou les engagements pris à l'égard de la Ville. Considérant que le tiers concessionnaire a pris connaissance de l'offre d'achat et la résolution d'acceptation du conseil municipal et de ses conditions, s'est engagé à les respecter intégralement et accepte de se substituer aux offrants dans le cadre de leur offre d'achat. Il est proposé d'accepter la demande de cession des droits des offrants afin que l'acceptation de l'offre d'achat présentée par Mme Marie-Ève Labrec et Geneviève Trépanier au montant de 500 000 pour le lot 6 152 584 du cadastre du Québec soit désormais réputée avoir été faite en faveur du tiers cessionnaire Francis Bellerive Investissement Incorporé, comme si ce dernier avait lui-même présenté la dite offre, de maintenir les conditions d'acceptation de l'offre d'achat établies à la résolution 258-07-2026, désormais applicable au tiers cessionnaire, lesquelles se lisent comme suit.
L'acte de vente de l'immeuble doit prévoir la fin pour laquelle la transaction est réalisée, soit le projet exposé à l'offre d'achat, lequel doit s'être vu émettre le permis de construction nécessaire et valide dans un délai maximal de 24 mois de la signature de l'acte. L'acte de vente de l'immeuble doit contenir une stipulation particulière à l'effet que la Ville peut demander la résolution de la vente si l'acheteur fait défaut d'exécuter l'une de ses obligations. Il est aussi proposé d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer tous les documents requis à l'aliénation du lot, ainsi que les documents requis pour donner plein effet à la présente résolution et accepter la cession de l'offre d'achat, et d'autoriser Francis Bellerive Investissement ou leur mandataire à accéder au lot susmentionné pour y effectuer toute collecte de données préparatoires à l'aménagement du projet, et ce pour une période n'acceptant pas 120 jours de l'adoption de la résolution 258-07-2026. Il est entendu que tous les frais inhérents à l'acte de vente sont à la charge de l'acquéreur. Conformément au règlement numéro 1019 relatif à la vente de terrain, le délai de signature de l'acte notarié est de 120 jours suivant la transmission de la résolution acceptant l'offre d'achat originale par le conseil municipal. Le défaut de respecter les conditions à la présente résolution au règlement numéro 1019 relatif à la vente de terrain constitue un défaut et entraîne la résiliation de l'acceptation de l'offre. Donc, je vous résume, la Ville était propriétaire du terrain qui était derrière la caserne 2, caserne incendie 2, donc à l'intersection Filion-Saint-Nicolas. Donc, on a eu une proposition de mettre en vente le dit terrain. On a respecté notre règlement. Donc, quand ça arrive, ça, nous, on l'offre à qui veut bien soumettre une proposition d'achat. Donc, il y a eu une proposition d'achat qui a été faite. C'est un processus ouvert. Hein? N'importe quel citoyen ou n'importe quel organisme ou entreprise peut déposer des offres. Dans ce cas-ci, on a accepté la vente à 500 000 puis on a mis des conditions comme quoi que ce terrain-là est conditionnel à la réalisation du projet qui accompagne la vente du terrain dans un délai de 24 mois. Si jamais ça ne se réalisait pas, le terrain doit revenir à la Ville de Saint-Colomban. Donc, c'est une façon pour nous de s'assurer que ce qui nous a été présenté se réalise en fonction de la volonté du conseil et dans ce cas-ci, du promoteur qui veut développer le projet. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Raby-Beaulieu, je vous le propose. Merci. Mme Raby-Beaulieu, 2.1.11, refus de la demande d'aliénation du lot 4 378 302 du Canada du Québec. Nous sommes sur la Côte-Saint-Paul, considérant qu'une demande d'aliénation a été déposée pour le lot mentionné, considérant que le règlement numéro 1019 relatif à la vente de terrain tel qu'amendé est applicable à cette demande d'aliénation, considérant qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Ville d'aliéner le lot sous-mentionné. Il est proposé de refuser la demande d'aliénation du lot 4 378 202 du Canada du Québec. Donc, c'est le terrain qui est situé autour du lac L'Heureux, qui était la propriété de la Ville de Saint-Colomban, sur lequel, il y a quelques années, il y a eu un débordement de lac. On a fait des travaux de revégétalisation. On a retravaillé la bordure. Donc, c'est à la propriété de la Ville, mais de nature privée. Donc, ce n'est pas un accès au lac. Puis, on a eu une proposition d'un citoyen qui voulait en faire l'acquisition. Le conseil propose de refuser. Est-ce que quelqu'un le confirme? Valérie Gravel, je vous proposer. Merci beaucoup, Mme Gravel. Même type de dossier ici, refus de la demande d'aliénation des lots 1 990 643 et 1 670 299 du Canada du Québec. Dans ce cas-ci, c'est un propriétaire contigu. Nous sommes situés dans le secteur de la rue Rachel, donc tout près entre le lac Rinfret et le lac là, et la rue. Donc, nous sommes un petit peu au nord du lac Rinfret dans ce cas-ci. Considérant qu'une demande d'aliénation a été déposée, considérant que le règlement numéro 1019 relatif à la vente de terrain tel qu'amendé est applicable à cette demande d'aliénation, considérant qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Ville d'aliéner les lots subventionnés, il est proposé de refuser la demande d'aliénation des lots que j'ai nommés un petit peu plus tôt. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, c'est un cadastre fantôme de rue. Donc, la rue n'est pas réalisée. Il y avait un terrain qui est attenant, qui est attaché finalement. Là, les deux sont la propriété de la Ville. Donc, dans ce cas-ci, c'est un propriétaire qui était situé à proximité qui voulait en faire l'acquisition et la Ville ou le conseil décide de refuser. 2.1.13, octroi d'un mandat à la firme Raymond Joyal, incorporé dans le cadre des dossiers de cours numéro SAIM 33 51 04 24 07 et SAIM 33 20 58 24 04. Considérant qu'au terme de la résolution 036-01-2024, la Ville autorisait l'octroi de mandat professionnel visant l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des immeubles destinés à des fins publiques sur le chemin de la Rivière-du-Nord. Nous sommes à l'intersection de Montée de l'Église. Considérant que la Ville désire mandater la firme Raymond Joyal incorporée relativement au dossier de cours que j'ai nommé un petit peu plus tôt et révoquer tout mandat antérieur octroyé à un évaluateur agréé dans ces dossiers, il est proposé de mandater la firme Raymond Joyal incorporée afin d'obtenir un service d'évaluation professionnelle dans le cadre des dossiers précités
d'imputer la dépense au montant de 12 500 excluant les taxes applicables aux activités d'investissement règlement 2044 au code budgétaire 22 415 00721 projet 2025 02. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci, Mme Dorèche. 2.1.14, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 1017-2026 régissant les comités de la Ville de Saint-Colomban, abrogeant et remplaçant le règlement 1017-2021 tel qu'amendé. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Vous la donnez, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à consulter le projet de règlement. J'en ferai la description le mois prochain là, dans le cadre de l'adoption. 2.2.1, approbation et adoption du procès-verbal du mois de juillet 2026. La séance s'est tenue le 14 juillet dernier. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci, Mme Gravel. 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 31 juillet 2026. Ça correspond à un montant de 4 861 967,36 $. Est-ce que quelqu'un... C'est un dépôt, pardon. 2.4.1, Mme Scriven. Donc, conformément à l'article 38 du règlement 10-18-2026 concernant la délégation de pouvoir, suivi budgétaire, gestion de la dette, abrogeant et remplaçant le règlement 10-18-2020 tel qu'amendé, la directrice des ressources humaines dépose le rapport des ressources humaines couvrant la période du 1er juillet au 3 août 2026. Donc, nous avons 3 embauches et 4 départs. Merci beaucoup, Mme Scriven. Vous avez fait ça tellement vite que je n'ai pas eu le temps de me connecter. « 2.4.2, modification de description d'emploi pour les postes de responsables aux approvisionnements et intervenants psychosocial. Donc, considérant que certains postes voient leurs responsabilités et leurs tâches évoluer en fonction des besoins des différents services de la Ville, il est proposé de modifier les descriptions d'emploi des postes nommés précédemment. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 2.4.3, abolition du poste d'adjointe à la direction générale et à la mairie et création du poste d'adjointe à la direction générale. Considérant que le poste d'adjointe à la direction générale et à la mairie est vacant, considérant le besoin grandissant de la direction générale au niveau de la coordination administrative et du suivi des dossiers institutionnels, il est proposé d'abolir le poste cadre régulier d'adjointe à la direction générale et à la mairie actuellement vacant et d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à créer un poste cadre de classe 12 à temps plein d'adjointe à la direction générale. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci beaucoup. 2.4.4, octroi de mandat à la firme PFD Avocat dans le cadre du dossier en matière de relations de travail. Considérant que la Ville désire mandater son procureur afin de la représenter dans les dossiers de grief portant les numéros 15 07 2026 02 et 03. Considérant que la Ville désire également mandater son procureur afin de les représenter dans le cadre de l'arbitrage des négociations de la convention collective applicable aux pompiers. Il est proposé de mandater la firme d'avocats PFD Avocat pour conseiller et représenter la Ville et entreprendre toutes les procédures requises relativement au dossier de grief et d'arbitrage si avant mentionné. La présente résolution ne peut en aucun cas être considérée comme étant une renonciation au droit au secret professionnel. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci, Mme Dorèche. 2.5.1, adoption de la politique 2027-2026-03 portant sur les partenariats. Considérant que la Ville désire adopter la présente politique et ce afin de bonifier le plan de commandite du tournoi de golf, il est proposé d'adopter la politique 2027-2026-03 portant sur les partenariats datés du 11 août 2026. Je pense qu'on ajoute une catégorie diamant. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci beaucoup. 3.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de juillet. La rencontre s'est tenue le 15 juillet dernier. C'est un dépôt. 3.2, approbation d'un plan image pour le projet domiciliaire Le Colombier, phase 7, prolongement de la rue du Cristal. Considérant que le propriétaire du lot 1 990 313 du cadastre du Québec désire diviser son terrain dans le cadre de la 7e phase de son projet domiciliaire, Le Colombier, tel qu'il apparaît du plan image préparé par la firme Blondin et Associés, dossier 7285 en date du 27 juillet 2026. Considérant que, conformément au règlement numéro 600 relatif au lotissement tel qu'amendé, tout projet majeur de lotissement est soumis à l'obligation préalable de dépôt et approbation d'un plan image. Considérant qu'un plan image a été soumis relativement au prolongement de la rue du Cristal dans le cadre de la 7e phase du projet domiciliaire Le Colombier, considérant que le plan image propose la création de 8 lots constructibles et 1 lot pour le prolongement de la rue et 2 lots pour la préservation de sentiers, considérant qu'il y a lieu de consolider et finaliser le projet Le Colombier, il est proposé d'approuver le plan image préparé par la firme Blondin et Associés, dossier 7285 en date du 27 juillet 2026.
La présente résolution est valide pour une durée de 2 ans à l'expiration de ce délai. Si le projet n'est pas effectué ou réalisé, la présente résolution deviendra nulle et non avenue sans avis ni formalité. Peut-être les éléments marquants, c'est qu'on a un sentier ici, là, historiquement, qui traversait et qui allait rejoindre ce point-là ici. Donc, on décide de le préserver, mais en lui faisant longer les lots. Il y a tout un réseau de sentiers dans ce secteur-là pour lequel on désire préserver. On a un peu la même démarche ici, là. On a un sentier qui arrive et on préserve vraiment toute la rive, finalement, ou l'accès à la rive du ruisseau pour préserver vraiment le sentier à l'intérieur de ce projet-là. Autre élément, on a travaillé aussi, vous voyez, là, c'est un demi-rond-point. C'est parce qu'on se garde quand même une option, puis ça, c'est probablement pas nous qui allons le réaliser, mais c'est important d'avoir la vision à long terme. À un moment donné, ce secteur-là là, correspond à un espace de terrain que la ville qui appartient à la ville, qui connecte avec la rue des Sarcelles, si ma mémoire est bonne. Donc, dans une perspective là, long terme de développement du territoire, bien évidemment, ça va amener cette rue-là à venir connecter avec un lien routier le secteur justement du Colombier avec les boisés des cascades dans ce secteur-là. Fait à noter, c'est quand même pas une paire de manches. Il faut traverser un ruisseau qui est quand même assez important en période de crue printanière. Mais c'est important d'avoir la vision à long terme pour que ça puisse se coordonner si l'intention serait vivante dans le futur. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je peux proposer. Merci beaucoup. 3.3, toujours en lien avec ce projet-là, contribution aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel, demande de permis de lotissement 2025 1010-027. Projet domiciliaire Le Colombier, phase 7, prolongement de la rue du Cristal. Considérant que le propriétaire du lot 1 990 313 désire diviser son terrain dans le cadre de la 7e phase de son projet domiciliaire, tel qu'il a part du plan projet de lotissement préparé par Sylvain Thu, arpenteur géomètre, dossier 7285, sous sa minute 3983 en date du 27 juillet 2026. Considérant que cette opération cadastrale est assujettie à la contribution aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel prévu au règlement de lotissement numéro 600 tel qu'amendé, considérant que le règlement précité prévoit son article 24 que le conseil municipal peut exiger du propriétaire qu'il s'engage à céder gratuitement à la ville un terrain équivalent à 10 de la superficie du terrain visé par l'opération cadastrale ou à verser à la ville une somme équivalente à 10 de la valeur du ou des terrains créés par l'opération cadastrale ou une combinaison des deux sans excéder 10 considérant qu'un réseau de sentiers est présent sur le terrain visé par la demande de lotissement, il est proposé d'exiger que la contribution à titre de fin de parc, terrain de jeu et espace vert naturel exigible dans le cadre du permis de lotissement numéro 2025-10-027 soit acquittée en terrain et en argent selon la combinaison suivante. Une contribution en terrain correspondant au lot projeté 6 658 722 et 6 658 723 représentant le tracé des sentiers, ce que je vous ai montré un peu plus tôt, tel qu'illustré au plan projet de lotissement. Et pour le solde résiduel, qui va correspondre aux 10 la contribution en argent, le tout établi en conformément à la réglementation municipale. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je peux proposer. Merci beaucoup. 3.4. Il y a une autre contribution fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, demande de permis de lotissement 2025-10-017. Donc, nous sommes sur la côte Saint-Patrick, considérant que le propriétaire du lot 6 676 667 du cadastre du Québec désire subdiviser son terrain afin de créer un total de 5 lots, tel qu'il a part du plan projet de lotissement préparé par Mathieu Vanas, arpenteur géomètre, dossier 91-18 sous sa minute 76-79 en date du 16 juillet 2026. Considérant que cette opération cadastrale est assujettie à la contribution aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel prévu au règlement de lotissement numéro 600 tel qu'amendé. Considérant que le règlement précité prévoit son article 24, c'est le même règlement, là, une compensation de 10 terrain, sinon en valeur. Considérant qu'un sentier est présent sur le terrain visé par la demande du lotissement, il est proposé d'exiger que la contribution à titre de fin de parc, terrain de jeu et espace naturel exigible dans le cadre du permis de lotissement numéro 2026-10-017 soit acquitté en totalité sous forme de paiement en argent, le tout établi conformément à la réglementation applicable. Est-ce qu'on avait une carte? Non? Oui? Oui, mais c'était simplement pour situer sur quel terrain c'était. Donc, on est un peu dans le même secteur là, de tantôt où on a fait l'acquisition. Donc, vous vous rappelez, on a pris une emprise de 21 mètres. Donc, effectivement, il y avait une théorie projetée d'avoir le sentier sur un lot qu'on voulait faire en arrière-lot de cette terre-là, étant donné que
la réalisation de l'entretien de la côte Saint-Patrick s'est fait sur le chemin ancestral, bien, l'emprise qu'on est allé chercher, on est allé chercher l'emprise sur le chemin déjà existant. Donc, en théorie, ce qu'on voulait faire en fond de l'eau, qui était sur le nouveau cadastre, peut-être ramener la carte, Émilie, qui était associée à la section de terrain sur Saint-Patrick. Oui, ici. Donc, ouais, on est ici. Fait que là, en théorie, là, on voulait il y avait un sentier qui était prévu faire ça parce qu'on voulait amener la rue ici. Cela dit, c'était assez compliqué le faire, puis on a décidé plutôt d'emprunter le cadastre original de la côte Saint-Patrick, puis venir ça ici, puis là, on vient se rattacher à Saint-Nicolas. Mais cette emprise-là, on est venu la chercher sur ce lot-là pour aller chercher un 21 mètres. Donc, le sentier qu'on prévoyait faire en théorie ici, il n'est pas existant. Donc, même si en théorie il existait, on a décidé plutôt de l'appliquer sur la largeur de la rue ici pour que ce soit beaucoup plus cohérent avec ce qu'on fait sur le restant de la côte Saint-Patrick. Donc, c'est ça qui motive le fait de prendre en argent la Fret Park. Est-ce que quelqu'un propose? Christian Wilson, je vais proposer. Merci beaucoup. 3.5, avis de motion, règlement numéro 3-2026 2026-37, modifiant le règlement de zonage numéro 3-20 tel qu'amendé afin de modifier diverses dispositions, dont les logements supplémentaires. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais vous la donner, Monsieur le maire, Valérie Gravel. Merci, Mme Gravel. Je tiens d'ailleurs à souligner votre travail dans ce dossier-là. Vous l'avez mené du départ et vous venez, dans le fond, nous proposer un projet de règlement avec lequel vous avez travaillé avec le service d'urbanisme et notamment le directeur général adjoint. Donc, dans l'objectif de faire une adoption de premier projet, je vais présenter les principaux éléments de ce règlement-là. Donc, c'est un peu une façon que prend la Ville de Saint-Colomban pour répondre à la dynamique des logements sur son territoire. Les logements complémentaires étaient assez bien circonscrits à l'intérieur de notre réglementation. Par exemple, on avait une dimension maximale de 1000 pieds, si ma mémoire est bonne, pour un logement. 915 pieds carrés. Puis il y avait plusieurs conditions qui rendaient difficile, ou pas difficile, mais qui contraignaient là, les options à l'intérieur des logements complémentaires. Donc, il y a 2 articles importants dans ces modifications-là, puis j'ai envie de vous en faire la lecture. Donc, les logements supplémentaires sont autorisés seulement pour les habitations unifamiliales isolées et ne doivent pas être localisés dans un bâtiment distinct. Ça, on a décidé quand même de garder ça. Ça aurait pu s'intégrer, par exemple, à l'étage d'un garage détaché, mais on trouvait que ça compliquait quand même les démarches parce que les gens sont quand même soumis à un champ d'épuration unique. Donc, pour nous, ce n'était pas nécessairement un avantage pour les gens de développer une chose comme ça parce que ça venait un peu doubler la plomberie nécessaire. Fait que ça, on a décidé quand même de garder la direction. Cette direction-là. Évidemment, un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale isolée. La superficie maximale du logement supplémentaire augmente. Donc, elle passe de 120 à 120 mètres carrés. Donc, on est pratiquement 300 pieds carrés supplémentaires. C'est 80, c'est ça, 85 mètres à 120 mètres carrés. La superficie de plancher du logement supplémentaire ne doit pas excéder plus de 40 de la superficie de plancher totale du bâtiment. Donc, ça, c'est important parce qu'il faut respecter vraiment qu'est-ce qu'une définition de logement complémentaire. Il ne faut pas que ce soit une définition qui se rapproche d'une définition de duplex. Donc, ça, on vient se conformer à ça. Un maximum de 3 chambres à coucher est permis dans le logement supplémentaire. Avant, c'était beaucoup plus restreint. Donc là, on travaille davantage les superficies, mais encore, il faut que ça soit conforme avec les champs d'épuration. OK? Donc, évidemment, la capacité d'épuration du système de traitement des eaux usées doit être suffisante afin de permettre le nombre de chambres du logement supplémentaire, en plus du nombre de chambres prévues à l'habitation unifamiliale. L'article 6, aménagement intérieur des lieux. Le logement supplémentaire peut être aménagement seulement au rez-de-chaussée et au sous-sol. Donc, ça peut être un ou l'autre et ça peut aussi inclure les deux. Un même logement supplémentaire peut être aménagé au rez-de-chaussée et au sous-sol en communiquant par l'intérieur. Ça, c'est une nouveauté. On ne le permettait pas au départ. Donc, évidemment, il faut maintenir quand même une porte d'accès extérieure principale, mais ça peut favoriser notamment, pas les intergénérationnels, mais d'accueillir des membres de la famille, des parents qui seraient plus âgés, puis on est capable d'avoir un contact sans être obligé de passer par l'extérieur de la maison. Puis évidemment, ça peut être discrétionnaire. On peut faire le choix de ne pas en avoir.
Les espaces intérieurs sont propres à chaque logement. Ils ne peuvent pas être partagés. Toutefois, un garage intégré peut servir au logement de l'habitation unifamiliale et au logement supplémentaire et il peut être divisé en deux par une séparation intérieure. Le logement supplémentaire peut communiquer avec le logement de l'habitation unifamiliale par une porte intérieure. Donc, il y a l'aménagement extérieur des lieux aussi. Ça, c'est assez conforme. Puis ça, on n'est pas venu changer énormément de choses, mais on vient quand même spécifier qu'un minimum d'une case de stationnement doit être prévu pour desservir le logement supplémentaire. Deux Da- adresses Oui, aussi. avec deux adresses distinctes, effectivement. Ça, on le maintient. On ne veut pas entrer dans la définition d'une intergénérationnelle. C'est important pour nous de garder le fait d'avoir deux portes extérieures. Il y a eu des cas dans le passé où la revente devenait difficile parce que le marché est beaucoup plus restreint. Donc, en gardant deux portes extérieures, ben là, ça peut se transformer en logement où on peut accueillir d'autres personnes qu'un membre de la famille, là, même si l'idée originale du projet pouvait avoir été pensée pour la famille. Donc, est-ce que quelqu'un propose le premier projet? Valérie Gravel, je vais proposer. Puis en même temps, Monsieur le maire, je n'ai pas fait ce projet seul. Je tiens à remercier les citoyens et les citoyennes qui ont pris le temps de me rencontrer, de discuter de leurs enjeux, de leurs projets. Alors, c'est un travail d'équipe. Fort pertinent. Merci, Mme Gravel. 3.7. Adoption du règlement numéro 1022-01, abrogeant le règlement numéro 1022 visant la citation du site patrimonial Gaffney-Kennedy. Donc, considérant que l'avis de motion a été donné par Mme Lapointe le 14 avril dernier, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1022-01, abrogeant le règlement numéro 1022 visant la citation du site patrimonial Gaffney-Kennedy. Donc, c'est une abrogation de règlement. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci, Mme Dorèche. Donc, cette abrogation-là, elle est remplacée par le point 3.8, adoption du règlement numéro 3020 portant sur l'identification du lieu historique Gaffney-Kennedy. Donc, considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 14 avril dernier par Mme Lapointe, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance et sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 3020 portant sur l'identification du lieu historique Gaffney-Kennedy. Et je vais vous faire la lecture des éléments importants. Donc, c'est un règlement qui contient 2 articles. C'est surtout la motif de l'identification. Donc, on vient stipuler une valeur historique, une valeur identitaire, une valeur architecturale et une valeur paysagère. On fait le changement parce que c'est beaucoup moins contraignant pour la ville de Saint-Colomban de travailler avec l'identification d'un lieu historique plutôt qu'un règlement qui vient citer de manière patrimoniale le site Gaffney-Kennedy. On se rend compte, à avoir développé le projet, que ça amène des exigences et des normes qu'on n'est pas obligé de s'imposer. On veut quand même continuer à respecter tout le volet historique de ce site-là, mais en le faisant, sans s'imposer des normes qui viendraient nous contraindre et qui feraient, en bout de ligne, exploser des coûts qu'on ne veut pas nécessairement avoir dans la réalisation du projet. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Daniel Doré. Merci beaucoup. 4.1.1, autorisation de procéder à des travaux municipalité de Mille-Îles. Donc, c'est sur la montée de l'église. Considérant que la municipalité de Mille-Îles va effectuer des travaux de réfection d'une route sur son territoire sur une portion adjacente à celle de la ville de Saint-Colomban. Donc, les travaux vont concerner la section de montée de l'église jusqu'au chemin des Mille-Îles. Sur le territoire de la municipalité des Mille-Îles. Considérant que dans le cadre de ces travaux, un ouvrage de drainage à remplacer s'étend sur les 2 territoires et un remplacement complet permettrait d'assurer la continuité de l'infrastructure et de favoriser un drainage efficace en direction de Saint-Colomban. Il est proposé d'autoriser la municipalité de Mille-Îles ou son mandataire à accéder et procéder à ses frais aux travaux de remplacement de l'entrée charretière sur la montée de l'église située sur la voie publique de la ville et d'autoriser la directrice générale ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci beaucoup, Mme Dorèche. 4.1.2, octroi de contrat service professionnel pour la réalisation d'études géotechniques et de caractérisation environnementale dans le cadre du projet de remplacement du pont des Générations qui est situé sous la ligne hydroélectrique entre Rivière-du-Nord et Côte-Saint-Paul. Considérant que la Ville désire octroyer un mandat de service professionnel, considérant la recommandation du directeur du service du génie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Génie Innovation au coût de 13 767,93 sous, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 28 juillet 2026. C'est d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 348 711
projet 2026-21. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci beaucoup. 4.1.3, octroi d'un budget pour les travaux d'aménagement de terrain de pickleball. Considérant que la Ville effectue présentement des travaux d'aménagement de terrain de pickleball, c'est où il y a le terrain de tennis au Parc Félin. Considérant qu'il y a lieu de faire appel à des services externes afin d'effectuer des travaux supplémentaires pour permettre la réalisation des travaux d'aménagement prévus, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont défait la surface, ils ont commencé à excaver un petit peu, puis ils ont trouvé plusieurs trésors qui ne riment pas du tout avec le volet patrimonial, mais plutôt des drôles de déchets. Par exemple, du bois, des pneus, des vélos, du béton avec de l'acier. C'est typique travaux de Saint-Colomban dans les années 80-90, là, où on faisait des projets par-dessus des surfaces. Donc, quand on refait les choses, évidemment, on l'a vu quand on a refait Saint-Nicolas, quand on a refait de l'église, on trouve des trésors. Donc, évidemment, ça amène, il faut s'en débarrasser, puis il faut remplir ce que ces espaces-là, ce que ces objets-là occupaient comme espace. Donc, ça nous force à octroyer un budget supplémentaire de 10 000 qui va servir principalement à travailler sur la structure. En même temps, ça va améliorer, à mon avis, la durabilité de la surface parce que ça doit travailler sous un sol quand on trouve des vélos, des pneus, des planches de bois, puis du béton un peu tout croche à l'intérieur d'un sol. Donc, il est proposé d'autoriser un budget maximal de 10 000 excluant les taxes afin de procéder aux travaux supplémentaires sur le site, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement fonds de parc et terrain de jeu, code budgétaire 22-712-711, projet 2026-19 et que tout excédent non dépensé soit retourné au fonds d'origine. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer, puis c'était incluant les taxes. Ah, merci beaucoup. Modification numéro 1 du contrat relatif aux travaux de réhabilitation des ponts Bonnybrook et Saint-Patrick. Donc, on a octroyé un contrat relatif à des travaux de réhabilitation lors de la séance ordinaire du 14 avril 2026 à l'entreprise Les Constructions Randard par l'adoption de la résolution 161-04-2026 au montant de 161 515 considérant que les quantités réelles d'acier à traiter ont été supérieures à celles prévues par les documents contractuels, c'est-à-dire que l'état du pont est plus magané que ce que le rapport disait. Donc, quand on est allé constater sous le pont l'ampleur de la situation, bien évidemment, la surface à remplacer ou à traiter est supplémentaire. Donc, ça amène une modification au contrat de 66 930 pour un montant total de 228 445 On va imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2055 au code budgétaire 22 374 711, projet 2026-09 et 2026-10. Donc, ça, c'est un cas typique de quand on fait des travaux, on ne veut pas laisser nécessairement des éléments qui ont subi une corrosion. C'est une façon de prolonger la durée de vie des travaux et sinon l'infrastructure en question. Donc, à la lumière de ce qu'on s'est fait recommander par nos services, c'est une modification ou un ajout au contrat qu'on ne pouvait ignorer. Donc, en ce sens, c'est ce qu'on propose, là, la modification de 66 930 Est-ce que quelqu'un propose ceci? Christian Wilson, je vais le proposer. Merci, Mme Wilson. 4.2.1, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Volet redressement, sécurisation, pour lequel 80 des projets dans le dernier appel ont dû être refusés par le gouvernement du Québec. Donc, ça dit que les besoins sont plus grands que l'argent disponible. Considérant que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application, considérant du PAVL, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière. Ce ne sont pas toutes les routes qui sont concernées. Ce sont la plupart du temps des routes qui étaient autrefois la propriété du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Considérant que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme privé à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent. Considérant que la Ville de Saint-Colomban choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, l'estimation détaillée du coût des travaux. Considérant que le chargé de projet de la Ville, soit le directeur du service du génie, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Il est proposé d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière, de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités d'application en vigueur,
de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et de certifier que le maire, M. Xavier Antoine Landry, en son absence, la mairesse suppléante, Mme Valérie Gravel, et la directrice générale, Mme Stéphanie Parent, ou en son absence, la greffière, Mme Léane Adam, ou toute autre personne mandatée est autorisée à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable avec le ministre des Transports et de la mobilité durable. On a 2 secteurs routiers qui sont visés. Donc, c'est le restant de la montée de l'église. Donc, c'est de repartir à peu près de la rue des Aumes jusqu'aux limites du territoire de la ville de Saint-Colomban. Et on a le secteur à partir de la Montée-Cyr jusqu'aux limites de la ville de Saint-Colomban du côté de Mirabel en haut. Ce sont les 2 dépôts qu'on va faire dans le cadre de ces programmes de subvention-là. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose. Merci, Mme Rabier-Beaulieu. 4.2.2, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, projet de réaménagement de l'intersection de la Montée-Cyr et du chemin de la Rivière-du-Nord. Considérant que le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière vise à soutenir financièrement les initiatives et les projets permettant d'améliorer la sécurité routière et ceux qui viennent en aide aux victimes de la route. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme, considérant que les membres du Conseil s'engagent à respecter les modalités d'application du programme d'aide financière, considérant que la Ville doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, considérant que le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 432 000 taxes excluses ou exclues, et que l'aide financière demandée au ministère est de 345 600 considérant que la Ville doit autoriser le dépôt de la demande financière à confirmer sa contribution financière au projet, en plus d'autoriser un de ses représentants à signer cette demande, il est proposé d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière, de confirmer avoir lu y compris les modalités d'application du programme, de confirmer l'engagement de la Ville à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, et comme à la dernière résolution, de certifier toutes les personnes que j'ai nommées dans la présente résolution à signer tout document et entente incluant la convention d'aide financière si applicable à cet effet. Avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable, il n'a pas eu le temps de changer de sexe entre les 2 résolutions. C'est le ou la. Oui. Donc, c'est un projet de sécurisation de l'intersection Montée-Cyr et Rivière-du-Nord. C'est un secteur qui avait été déjà ciblé dans le plan de sécurité routière de la MRC. C'est un des seuls secteurs ciblés où il y a une dangerosité au niveau des accidents. Donc, c'est un site accidentogène. Donc, on veut un peu revoir la façon dont cette intersection-là est construite. Ce n'est pas un secteur qui est évident, hein. C'est une intersection qui a 3 arrêts sur 4 parce que historiquement, on voulait toujours laisser les véhicules qui montaient sur le territoire. Le fait de ne pas devoir s'arrêter, ça génère énormément de confusion. C'est très rare une intersection à 4 voies qui inclut seulement 3 arrêts sur 4. Donc, on le sait que ça génère de la confusion. Il y a aussi quand même un enjeu au niveau de l'approche parce que le plateau de l'intersection, il est assez prononcé quand on vient du sud. Donc, il y a quand même des travaux à réaliser, puis surtout une conception particulière là, due à son contexte géographique, en plus d'une rue montée de la Carrière qui n'est pas nécessairement évidente à voir, qui est une très, très petite rue. Là. C'est une rue qui a été conçue il y a plusieurs années, qui n'était pas nécessairement faite pour être prolongée comme ça a été le cas dans les dernières années, fait que ça amène quand même un petit peu plus de voitures à emprunter cette partie-là d'intersection. Fait qu'il y a quand même de bons défis et on se propose d'aller chercher la demande de subvention pour le programme de sécurité routière afin de faire les changements nécessaires qui sont demandés quand même depuis plusieurs années par les citoyens, mais la solution n'est pas simple. Est-ce que quelqu'un propose? Agnes Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 4.2.3, pas de contrat fourniture et transport d'abrasifs 2026-2027. Évidemment, le prix, c'est pour 3 ans. Donc, un contrat d'1 année avec 2 années optionnelles au contrat. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour fourniture et transport d'abrasifs 2026-2027. Considérant que le résultat de l'ouverture des soumissions du 10 août 2026, il y a eu une seule soumission, Uniroc incorporée au montant de 461 320 donc c'est pour les 3 ans. Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Uniroc incorporée, ce conformément à la soumission datée du 10 août 2026, au montant de 471 320 excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 330 00 621. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Deray, je propose. Merci beaucoup. 5.1, donc c'est une motion visant à reconnaître l'intervention exemplaire des pompiers de la ville de Saint-Colomban concernant l'incendie qui a eu lieu sur la rue Rudolph il y a quelques jours.
Considérant que les membres du service de sécurité incendie de la ville de Saint-Colomban sont intervenus lors d'un incendie le 27 juillet 2026 sur la rue Rudolph. Considérant que la ville souhaite souligner le travail exemplaire de l'équipe de pompiers qui ont fait preuve d'un professionnalisme, d'un courage et d'un sang-froid à l'occasion de cette intervention, considérant qu'il y a lieu de saluer la bravoure et le sacrifice du pompier, M. Éric Parent, rappelant le caractère périlleux du travail accompli quotidiennement par les membres du service de sécurité incendie. Considérant que la Ville souhaite reconnaître plus particulièrement l'intervention courageuse de son directeur du service de sécurité incendie, M. Marco Doucet, laquelle a été déterminante dans le sauvetage de son collègue grâce à son sang-froid et sa rapidité d'action. Donc, le pompier Parent circulait finalement sur la surface à l'étage. Évidemment, une partie de cet étage-là s'est effondrée. Donc, il a été coincé un peu les jambes par-dessus les flammes. Donc, c'est grâce au travail notamment du directeur du service d'incendie, Marco Doucet, et aussi de la contribution significative du pompier Cyril Ranger au sauvetage de son collègue en lui portant assistance et en débutant les premiers soins que M. Parent a pu éviter le pire. Considérant que l'efficacité de leur travail et leur rapidité d'intervention ont permis de sauver la vie de leur collègue et de limiter les blessures qu'il a subies, considérant que cet événement démontre à la fois un dévouement, une rigueur et un sens du devoir des pompiers au service de notre communauté. Puis je peux vous dire, ce n'est pas tous les services incendies qui voient leur directeur de service s'impliquer directement sur le lieu, là, sur l'action des incendies. Ici, le pompier, notre directeur Marco Doucet, n'hésite jamais à enfiler l'habit puis à affronter le but. Donc, on veut l'incendie, pardon. Donc, on veut vraiment souligner son leadership, sa capacité à rallier ses troupes puis à être capable d'intervenir quand la pression et la situation le demandent. Donc, on propose de reconnaître les actions exemplaires accomplies par nos pompiers et d'exprimer la plus profonde gratitude envers l'ensemble des pompiers et des équipes d'intervention impliquées dans cet événement. J'ai dessus. Il me manque un bout, je pense. Ouais. Ah non, attends. Ici. Ah oui, OK, je suis à l'envers, pardon. D'accorder une reconnaissance officielle à M. Marco Doucet et Cyril Ranger pour les gestes qu'ils ont posés lors de cette intervention afin de secourir un pompier en détresse, de souligner la part des autres pompiers présents lors de cette intervention qui ont suggéré la situation avec sang-froid, soit M. Éric Parent, Alexandre Charret, Sébastien Renaud, Patrice Martel, Sébastien Beauchamp, Félix-Antoine Drolet, Patrick Courville et Maxime Lasselle, de transmettre une copie officielle de cette résolution au service de sécurité incendie ainsi qu'aux membres du service afin de témoigner de l'importance accordée au dévouement et au professionnalisme dont ils ont fait preuve lors de cette intervention à haut risque. Et on veut aussi vous transmettre la résolution, M. Watchorn, pour que vous puissiez souligner le courage de notre directeur et de M. Cyril Ranger, si ma mémoire est bonne. Oui. C'est bien ça. Dans le sauvetage de notre collègue M. Éric Parent. Donc, à la demande de votre cabinet, vous cherchiez des personnes exceptionnelles. Donc, ça va nous faire plaisir de vous transmettre cette résolution-là pour que vous puissiez en faire la lecture à l'intérieur du Parlement fédéral. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Dorel, je propose et j'aimerais avoir une main d'applaudissement pour Marco Doucet. Et, Merci beaucoup. 5.2, non-renouvellement de l'entente intermunicipale relative à une desserte de services en appel initial contre les incendies de bâtiments pour couvrir une partie du territoire de la ville de Saint-Colomban et une partie du canton de Gore. Donc, considérant qu'au terme de la résolution 020-01-17, la ville de Saint-Colomban et la municipalité du canton de Gore ont conclu une entente intermunicipale relative à une desserte de services en appel initial contre les incendies de bâtiments pour couvrir une partie du territoire de la ville de Saint-Colomban et une partie de la municipalité du canton de Gore. Considérant que la dite entente était d'une durée de 5 ans renouvelable automatiquement pour les mêmes termes, considérant qu'il y a lieu de ne pas renouveler l'entente actuelle et d'entreprendre la négociation de nouveaux termes et conditions, il est proposé de ne pas renouveler l'entente actuelle et autoriser la négociation de nouvelles ententes intermunicipales relatives à une desserte de services en appel initial contre les incendies de bâtiments pour couvrir une partie du territoire de la ville de Saint-Colomban et une partie de la municipalité du canton de Gore. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Dorel, je propose. Merci, Mme Dorèche. 6.1, reconnaissance d'organismes partenaires en vertu de la politique 2014-2026 relative au soutien à l'aide financière.
Donc, 4 organisations. Là, on va les Laurentiennes, le FC Boréal, l'Association basketball Saint-Jérôme, le Club optimiste de Saint-Colomban. Donc, considérant l'analyse des dossiers et la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture, il est proposé de reconnaître les 4 organismes comme organismes partenaires en vertu de la politique. Est-ce que quelqu'un propose? Kristen Wilson, je vais proposer. Merci, Mme Wilson. 6.2. Octroi de contrat, fourniture et installation de structures en aluminium pour accès à l'eau sur la rue des Pignons. Considérant que la Ville désire procéder à l'acquisition et à l'installation de structures en aluminium pour l'accès à l'eau, c'est notre deuxième. Considérant que la directrice du service des loisirs et de la culture effectue une recherche des prix auprès des entreprises suivantes, Quai Laurentien, Quai La Fantaisie, Quai To Go, Quai Messier, Quai 4 Saisons. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, nous avons reçu 2 prix. Le tableau est derrière moi. Quai Laurentien, Quai La Fantaisie, 2 prix 9 210, 12 386 et 89 $. Considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Quai Laurentien au montant de 9 210 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 31 juillet 2026, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement. C'est une subvention qui vient du Fonds Région Ruralité. Au code budgétaire 22 365 711, projet 2025-2026. Évidemment, c'est avec la mission de redonner accès à la Rivière-du-Nord aux citoyens de la ville de Saint-Colomban, mais aussi de manière plus large. La ville de Mirabel a déjà réalisé 2 accès sous les 2 ponts patrimoniaux que représentent Mackenzie et Canuta. Donc, en faisant l'acquisition de ces quais-là, nous, on vient finaliser finalement la réalisation de notre deuxième accès situé sur une section de la rue des Pignons, donc le long de la Rivière-du-Nord. Et c'est aussi une section qui est située entre les 2 ponts, donc ça donne plus d'options aux gens qui voudraient profiter de la Rivière-du-Nord. Donc, au lieu de faire le trajet, par exemple, entre le pont Mackenzie et le pont Canuta, les gens vont pouvoir avoir l'option de pouvoir s'arrêter soit à la rue des Pignons ou soit derrière l'école Lavolière. Donc, ça permet de diversifier le type de trajet et surtout la durée qu'on veut passer sur la Rivière-du-Nord. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci beaucoup. D'ailleurs, Rivière qui était fort achalandée ce week-end, il y avait plusieurs paddleboard, kayaks, donc c'est toujours une bonne nouvelle. Puis c'est dans l'esprit que si les gens s'approprient la rivière, bien, il y a une conscientisation plus grande qui se développe, puis le souci de ne pas la polluer grandit. 6.3. Modification de la résolution 288-07-2026 relative à l'autorisation de signature d'un avenant relativement à la Convention du lauréat, projet de la nouvelle bibliothèque de la ville de Saint-Colomban. Considérant qu'au terme de la résolution 288-7-2026, la Ville acceptait l'avenant 6 de la firme BGLA, Agence spatiale, relativement à l'élaboration de plans de vie additionnels pour la nouvelle bibliothèque. Considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution afin d'entériner la signature effectuée le 23 juin 2026 relativement à l'acceptation du dit avenant, il est proposé de modifier le 4e paragraphe afin qu'il se lise comme suit, d'entériner la signature de l'avenant 6 signé le 23 juin 2026 par M. Jean-François Sabourin, directeur général adjoint, et d'ajouter le 5e paragraphe de donner par la présente résolution plein effet à l'avenant 6 précédemment signé et cité par M. Sabourin, directeur général adjoint, au même titre que s'il avait été signé par le maire. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabibeau-Lieu, je vous le propose. Merci beaucoup. Donc, ça fait le tour des points en résolution. Nous sommes bien maintenant rendus à la période d'intervention du public. Donc, comme à chaque séance, on vous invite à vous présenter au lutrin. À votre gauche, à ma droite, vous venez vous poser vos questions, vous vous présentez, vous nous indiquez, pardonnez-moi, la rue sur laquelle vous habitez. On privilégie les questions dans la salle avant d'aller répondre aux questions en ligne. Toutefois, même si on répond aux questions en ligne, les gens dans la salle peuvent revenir poser des questions. Normalement, on n'établit pas de temps préétabli à la période de questions. Pour moi, c'est un moment qui est consacré, le seul, en fait, là, à une période ou à une période de temps disposée au public pour poser toutes les questions d'intérêt public au Conseil. Donc, profitez-en, ça nous fait plaisir. Et on commence par vous, monsieur. Mon nom est Pierre Joannette. J'habite sur la rue Cuérier, dans le secteur du lac Noël. J'ai eu un peu de misère, beaucoup de difficultés à pouvoir comprendre ce qui est mon projet. Mon premier projet, c'était un abri moustiquaire sur ma galerie. Ça s'arrêtait là. Alors, j'ai commencé à fouiller un peu dans vos documents parce que vous nous donnez accès, qui est assez difficile à aller chercher. Moi, tout ce que j'ai trouvé et ce qu'on m'a remis en document, c'est un gazebo. C'est dispositions relatives au gazebo. Premièrement, gazebo, c'est en anglais. Et j'ai jamais été capable de trouver
pourquoi on avait écrit gazebo, mais c'est en anglais. Bref, ça s'appelle pavillon de jardin. Bon, alors, je suis dans ma confusion de chercher comment faire, avoir un permis, pas de permis, on a-tu le droit, on n'a pas le droit. Je suis venu ici pour vérifier auprès de la dame qui est juste en entrant en droit, Mhm. la dame de ce côté-là, pour me dire, ben écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je peux vous donner la carte de M. Ducharme, qui est le service d'aménagement, d'environnement et urbanisme d'ici. C'est bien beau. Alors, je lui demande, est-ce qu'il est possible d'avoir la copie, cette copie-là, du règlement? Alors, quand je l'ai reçu, je n'ai pas eu de grand plaisir à le recevoir. Quand j'ai commencé à lire, on m'a dit, là, ça prend 3 mètres du bâtiment, le gazebo. J'ai fait, hein, 3 mètres pour une petite structure non permanente, là. Alors, on m'a dit, ben c'est ça, c'est la réglementation, c'est ça, puis on n'a rien à dire dans cette affaire-là. Bon, mettons que le ton a monté un peu. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça fait 3 fois que ça m'arrive. À chaque fois que je vais de ce côté-là, il y a toujours quelque chose de moins intéressant que de ce côté-là. Je me suis dit que la prochaine fois, moi, toujours rester là. Pour régler mon problème, ça va peut-être être plus facile. Bref, j'ai appelé M. Ducharme. À un moment donné, je sais que M. Ducharme est très occupé. Il m'a appelé hier pour m'expliquer que votre document, l'article 167, elle est mal faite, elle est mal composée, que le mot gazebo ne devrait jamais être là. C'est pas comme ça que ça se fait, d'autant plus que vous avez un document qui s'appelle Permis de bâtiment et équipement accessoire. Alors, j'ai remis gazebo, gloriette, autres bâtiments, véranda, solarium. Mais je n'ai pas abri moustiquaire. Je n'ai aucune idée comment ça se fait. Alors, lui m'a expliqué que tout ce qui était non permanent, on devait l'installer, ce n'était pas un problème, il n'y a pas de réglementation de la ville. Alors, moi, ce que je viens vous demander, c'est vous nous donnez accès à tous les documents pour qu'on puisse comprendre, nous, en tant que citoyens, puis dire est-ce que c'est correct, est-ce que je dois le faire ou pas le faire. Mais c'est tellement pas compréhensible, surtout là, celle-là, là, c'était clair que ça ne fonctionne Mhm. pas. Je pense qu'il faudrait peut-être regarder, en tout cas, il y a peut-être bien des articles qu'il faut regarder, mais celle-là d'autant plus, parce que je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, cette année, les mouches au pouce carré, il y en a eu beaucoup. Puis il y en a encore autant. Des abris moustiquaires, ça serait intéressant. Alors, le mot abri moustiquaire temporaire n'est pas dans vos documents, puis ça devrait être pas dans vos documents non plus, selon M. Ducharme. Mais si c'est un peu plus clair, on pourrait comprendre un peu. Puis moi, mon intervention, c'est comme c'est pas facile de venir ici, de ce côté-là, pour jaser. Comme je le dis, ça fait 3 fois que je viens ici. C'était au niveau pour les chiens, pour les licences. Et j'ai même demandé l'autre côté, comment on fait, parce que j'ai 2 chiens, comment on fait pour être légal en se promenant sur le terrain? La réponse qu'on m'a dit, ben, vous avez juste à regarder, monsieur. OK. J'ai fait, c'est correct. Je pense que je n'ai pas eu la bonne réponse à la bonne personne. Alors, juste pour dire que parfois, puis je comprends que c'est les dames qui sont de ce côté-là ou le personnel qui est de ce côté-là est peut-être un peu irrité par certaines personnes qui viennent, parce que ce n'est pas la première fois que je vois des choses ici. Mais je dis que si les règlements étaient plus faciles, plus accessibles, mieux documentés, bien, on ne viendrait pas ici, on comprendrait qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne Mhm. sais toujours pas comment je peux me promener avec mon chien quand le jeudi, on peut venir dans le parc. Je ne peux pas venir avec mon chien, mais je peux être à côté sur le trottoir, mais je ne peux pas être sur le gazon. Je n'ai pas compris encore comment faire. Alors, c'était mon intervention en disant peut-être qu'il faudrait améliorer des choses. Comme je vous dis, plus ça s'améliore, plus ça ne va pas de mieux en mieux. Puis, ben, on n'est jamais capable d'avoir la réponse finale. En Est-ce, fouillant dans vos documents. ouais, si vous me permettez, M. Joannette, Oui. est-ce que j'ai compris que M. Ducharme vous a quand même à la fin bien orienté Oui. sur le fait de ne pas avoir besoin de permis pour votre abri moustiquaire? OK. Sur la définition d'abri moustiquaire, en même temps, parce que l'intention, finalement, c'est de recouvrir d'un moustiquaire une infrastructure. Fait que, tu sais, on pourrait. Structure métallique. Là. C'est ça, mais ça pourrait être métallique, ça pourrait être en bois, ça pourrait s'intégrer sur une galerie, sur un balcon. Fait que c'est peut-être pour ça qu'historiquement, on n'en a jamais fait la définition, parce que c'est comme un recouvrement mural. Tu sais, qu'on pourrait ajouter un balcon, à une galerie, à un gazebo. À mon avis, c'est pour ça que c'est pas dans le règlement. Mais tu sais, s'il y a pertinence à l'intégrer, on va le faire. Toutefois, là, c'est une construction temporaire.
Ça, c'est vrai que pour certaines autres choses, on n'a pas besoin de permis. Puis ça, c'est quand même une façon simple de travailler à la ville pour laquelle on est quand même d'accord. Cela dit, je comprends qu'on aurait besoin de clarifier davantage cet élément-là. C'est ça. Pour les chiens, Oui, les chiens ne sont pas interdits de circuler sur les voies publiques. Puis un trottoir, c'est une voie publique, une rue, c'est une voie publique. Cela dit, pour le parc, c'est vrai qu'on l'interdit dans les parcs parce qu'on a eu des cas de rencontres émotives entre deux chiens, ouais, de c'est rencontres oui. émotives entre des citoyens et des chiens. Fait qu'on a toujours décidé, par la présence de nombreux enfants qui ont le plaisir de courir un peu partout sur le site, sans nécessairement que les parents soient obligés de les surveiller, on a décidé d'interdire les chiens dans les parcs. C'est ça qui fait la distinction entre le fait d'avoir un chien sur le trottoir, dans la rue, et non pas dans les parcs. Ouais, je comprends, mais quand il y a un événement, le parc devient la situation, l'endroit de l'événement. C'est pas, on n'est pas au même niveau. Alors, c'est pour ça que je dis, si je suis sur le gazon, je peux me faire dire, vous n'avez pas le droit, puis je suis sur la rue, et pourtant, je ne peux pas aller. Et nous, on a voyagé beaucoup dans le Canada pour se faire dire que les chiens, ça s'appelait de pet, friendly pet. Il y en avait énormément. Là, j'étais même étonné de voir autant de places que je pouvais aller avec mes chiens. Puis, ici, on a une restriction quasi totale. Mhm. Je ne sais pas où aller me promener avec mon chien. Ici, Je vous dirais, j'ai aucune idée. ben en fait, vous pouvez le faire, tu sais, il faut qu'il soit attaché, il faut qu'il soit en laisse. Ça, tu sais, vous pouvez aller quand même dans les sentiers, tu sais, on a aménagé beaucoup d'espace. C'est simplement dans les parcs où on le sait qu'il y a des enfants, que ça, tu sais, actuellement, on n'est pas prêt à bouger dans la réglementation. Je vous dirais qu'à chaque 2 mois actuellement, on est obligé de voter des résolutions parce qu'il y a des propriétaires de chiens très négligents dans la façon dont ils élèvent leurs animaux. Je suis pas sûr que cette caractéristique sociale-là existe ailleurs dans le monde. Ça se peut. Mais j'ai comme l'impression qu'on a un certain laxisme ici dans la façon dont on élève nos animaux et surtout comment on les traite. Je prends l'exemple, tu sais, il n'y a pas de chat errant en Ontario ou à ce que j'en comprends très peu. Ici, c'est un problème. Et tu sais, on a quand même une drôle de relation avec nos animaux domestiques au Québec, puis ça amène le conseil à être très, très prudent dans la Oui, façon dont parce on que leur c'est permet restrictif pour celui l'accès. qui suit. C'est C'est ça le toujours comme ça, problème. hein? Si je continue à me promener avec mon chien en laisse, je ne suis pas dangereux, je ne dérange rien. On est d'accord. Et je peux pas rien faire ici, là, à Saint-Colomban. Mais les règlements, M. Joannette, vous le savez, ne sont jamais faits pour les gens qui les respectent. Ils sont toujours faits pour l'exception qui a amené le conseil ou une ville ou un Ouais, gouvernement on restreint à agir. ceux qui suivent les règles. C'est juste ça que je dis. Ouais. C'est bon. Merci Merci. beaucoup. Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Marie-Christine Blouin. J'habite sur la rue Martial. Je viens pour déposer un projet de pétition pour nous opposer, en fait, au domaine du lac Martin. Là, on s'oppose formellement à l'émission d'un permis de construction d'une dérogation mineure pour le lot 5 756 436 situé sur la rue Martial. Donc, on a on a 5 points pour lesquels on pétitionne, en Mhm. fait. Donc, entre autres, le fait la grandeur du lot, qui contrevient quand même aussi à la loi A19.1 sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, bien que je comprends qu'ici, les petits lots sont permis. Moi, ce que je comprenais, c'est qu'il y avait un droit acquis, mais c'est un droit acquis qui n'a jamais été utilisé par le passé. Il n'y a jamais eu de construction par Ouais. le passé. Et c'était aussi des lots qui étaient divisés à l'époque, il y a 40 ans, Mhm. pour des chalets et non des maisons qui étaient aménagées à temps plein. Ouais. Et le domaine du lac Martin, on se retrouve également avec un réseau souterrain d'eau qui est quand même assez élevé. Donc, on a également les infrastructures actuelles risquent d'être surchargées par cette densification non planifiée. Il s'agit d'un terrain inondé systématiquement à chaque printemps et périodiquement à l'automne, soit lors de la fonte des neiges et des pluies torrentielles qui sont de plus en plus fréquentes avec les changements climatiques. Il permet d'éviter aux résidents rapprochés une surcharge d'eau et des inondations pouvant endommager l'intégrité structurelle des maisons ou le bon fonctionnement de leur champ d'épuration. Notez que les résidents entourant ce terrain ont déjà des sump-pumps qui fonctionnent en longueur d'année et certains ont été inondés. Ce terrain est déjà bordé de puits artésiens et de champs d'épuration, ce qui peut porter préjudice à leur bon fonctionnement.
De plus, malgré la mise en place d'une fosse EcoFlow, car c'est le projet de la personne, il s'agit d'une zone inondée à chaque année, ce qui entraîne un sérieux risque de contamination des eaux de surface et des eaux souterraines au coliforme, parce qu'une EcoFlow, c'est pas un sous-marin non plus. Au printemps 2026, le chemin. Je suis un peu nerveuse. Je vais prendre ma Ça respiration. va bien, ça va bien. Ça va bien. Euh, Au printemps 2026, le chemin devant ce terrain a nécessité un réaménagement en raison des surplus d'eau déjà concentrés dans cette zone qui entraînait un enfoncement du chemin. Un tuyau d'évacuation des eaux est déjà présent sur le chemin et se déverse ben, parce que le chemin a été rétréci. Fait qu'il y a juste un côté qui a comme un fossé à cette place-là. Puis l'autre côté qui n'a pas de fossé, ben, il est déjà obligé de faire passer son tuyau pour se déverser en plus de ce côté-là. Nous vous avisons également que la majorité des champs d'épuration de ce secteur sont ponctuellement saturés en raison d'accumulation d'eau dans le secteur et de problématiques de drainage. Ainsi, nous insistons sur le fait que le droit acquis de construire du propriétaire du lot ne donne pas le droit de nuire aux pluies et infrastructures des voisins. Donc, Est-ce que je peux intervenir à ce stade-là? oui, bien sûr. Simplement pour dire que le droit acquis, là, il est dans la dimension du lot. OK? Il n'y a pas de droit acquis à la construction. Il faut quand même qu'il se conforme à la réglementation actuelle. Cela dit, quand il y a eu la réforme cadastrale, c'est ça qui lui a permis de garder un peu sa notion de droit acquis dans le fait d'avoir créé, là, vous avez dit 5 000 ou 8 000 pieds carrés? 8 000 à peu près, 8 ben, 000? 27,4 mètres par 27,4 mètres que j'ai calculé Ouais. environ. Mais c'est ça qui justifie, dans le fond, l'existence du lot qui est en deçà du règlement actuel. Parce que maintenant, quand on dépose un plan de lotissement pour diviser, par exemple, une terre, sous certaines conditions, évidemment, là, quand c'est déjà desservi par une rue, c'est 40 000 pieds, là, 4 000 mètres carrés. Puis si jamais on faisait une nouvelle rue, on est à 40 000 mètres carrés. Mais dans le cas où des gens, parce qu'il y en a plein des lots comme ça sur le territoire, qui ont été divisés dans le passé, c'est ça le droit acquis. Ce n'est pas un droit acquis de construire, c'est un droit acquis de pouvoir construire sur un lot en bas de 4 000 mètres. Mais il faut quand même qu'il se conforme à la réglementation actuelle. Je vais juste spécifier ça. OK. Donc, le respect des marges, la dimension minimale du bâtiment, il y a quand même plusieurs règlements. Il y a des entrepreneurs qui se spécialisent justement pour être capables de construire sur des petits domaines comme ça pour après ça louer des maisons. Ben, il pourrait se spécialiser, mais tu sais, on ne peut pas se spécialiser à être à moins de 30 mètres d'un puits et d'un champ d'épuration. Ça, c'est quand même factuel. D'accord. Je m'en doutais un peu que ce serait un argument, mais c'est pour ça que j'y vais sur l'infrastructure pluviale. Aussi, les autres arguments qui nous questionnaient, c'est la construction projetée va également causer aux résidents de ce secteur un préjudice en termes de cohabitation au niveau du manque d'intimité, ainsi que de la perte de cachet naturel du secteur. En effet, ce terrain comporte de nombreux pins centenaires en bonne santé qui donnent au domaine l'impression d'y être en nature, ce qui est d'ailleurs la raison principale pour laquelle les habitants du secteur ainsi que les nouveaux résidents de Saint-Colomban y ont acheté des résidences. Ce terrain permet également à la faune locale de s'y habiter, considérant que le domaine est bordé par les lignes d'Hydro-Québec et donc de zones défrichées déjà à la base. Donc, les animaux, évidemment, ils sont aperçus, mais justement, considérant le fait que c'est déjà un domaine qui est défriché aux alentours, avec les réchauffements climatiques, ça nous permet aussi une zone d'ombre qui n'est pas négligeable actuellement. Et également, ça nous permet, au niveau des corridors de vent, de faire un certain blocage. Donc, finalement, le projet risque de faire porter un préjudice financier important aux propriétaires du secteur, entre autres pour la perte du cachet qu'offre le terrain, l'intimité qu'il permet, ainsi que principalement le risque accru au niveau de la pérennité structurelle des bâtiments et des infrastructures environnantes liées à un risque accru d'accumulation d'eau qui serait réparti aux autres résidents, ainsi que la contamination des eaux. Et je suis contente de ne pas être mère et de ne pas avoir lu ce que vous avez lu tantôt. Finalement, ce projet risque de créer, ben, je n'irai pas vers le précédent fâcheux parce que là, vous avez clarifié aussi un point. Donc, c'est ça. On demande au conseil de refuser toute modification de zonage, dérogation au permis de construction pour ce lot, ou du moins de vraiment exiger des études fiables au niveau de l'humidité du sol. Simplement, je pense que c'est pertinent dans ce que vous avez demandé dans votre pétition.
C'est la dernière phrase que vous venez de mentionner. Vous avez, tu sais, vous demandez au conseil de ne pas aller de l'avant pour une modification de zonage. Ça, c'est correct, c'est dans notre compétence. Pour une acceptation d'une dérogation mineure, s'il y en avait une, c'est aussi dans notre compétence. Mais on n'a pas le pouvoir de refuser l'émission d'un permis si le permis il est conforme à la réglementation actuelle. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Nous, on ne peut pas intervenir si n'importe quel propriétaire sur le territoire dépose un projet qui répond à l'ensemble de notre règlement, de nos règlements, pardon. Il n'y a pas un membre du conseil municipal qui a le pouvoir d'intervenir sans violer finalement là, les droits fondamentaux euh, qui sont relatifs à la propriété. Fait que dans le cas, ça, il faut qu'ils respectent ça, c'est ça. Il y a les marges latérales, il y a la marge avant, il y a la marge arrière. Les zones d'humidité, ça dépend s'ils sont évalués. La réglementation à Saint-Colomban, on protège les milieux humides, donc on ne peut pas instaurer des bâtiments sur des milieux humides, mais c'est possible pour un propriétaire d'aller chercher un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement qui pourrait être émis et qui vient nous attacher dans notre réglementation. Nous, on ne peut pas agir s'il y a un certificat qui, par exemple, permet le remblai d'un milieu humide. Là, on dépend de la volonté du gouvernement du Québec. Puis là, à ce moment-là, si nous, les autres résidents, ça empire tous nos problèmes d'eau, on fait quoi? Ça c'est hypothétique, là, mais c'est un C'est pas mal assuré, je mais pense. oui, mais c'est un conflit privé. Tu sais, ça ne reviendrait pas à la responsabilité de la ville, ce serait à vous à défendre finalement vos droits auprès du propriétaire. Nous, la ville, c'est d'appliquer nos règlements. Si vous documentez qu'il y a un impact suivant un mauvais voisinage lié à la mauvaise construction, c'est vraiment un recours civil entre deux propriétaires. Ça arrive souvent qu'on est confronté à ça. Je vous dirais que c'est les dossiers les plus compliqués pour un élu municipal parce que souvent, il y a des citoyens qui vont se tourner vers la ville pour essayer de les aider. Mais pour ça, tu sais, il y a le code il y a le code civil qui touche une grande partie les propriétés. Tu sais, il y a beaucoup d'articles de loi qui touchent la propriété. Puis souvent, les citoyens vont espérer que la ville puisse se mêler de ça, mais c'est vraiment parfois là, ou souvent un dossier qui va concerner un citoyen avec un autre citoyen. Donc, dans le fond, nous, il faudrait qu'on fasse quelque chose au niveau de la loi environnementale. Est-ce qu'on. Bien, tu sais, si vous trouvez un article, mais là, tu sais, on est. Tu sais, comme je vous ai dit avant la séance, je ne suis pas au courant de votre dossier, on ne m'a jamais informé avant ça, fait que tu sais, je présume. Mais dans des cas comme ça, tu sais, le propriétaire a quand même des droits qui sont liés à son acte de propriété. Ben, c'est le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, Q2R. Exact, exact. Puis c'est notamment dans ce règlement-là qu'on exige une distance entre le champ d'épuration et le puits d'un minimum de 30 mètres. Mais qui mentionne aussi que c'est pas supposé nuire aux infrastructures des résidents. Exact. Donc, le 30 mètres, il faut qu'il soit respecté aussi en fonction des autres champs d'épuration et des autres puits. Oui, absolument. Absolument. Puis ça, c'est dans l'obligation de nos inspecteurs en environnement de s'assurer que si le propriétaire du lot en question vient déposer un projet, il faut qu'il respecte les exigences, notamment du Q2R22. Ça, c'est un règlement provincial. Mais nous, on a des règlements d'urbanisme aussi. M. Janot en faisait mention tout à l'heure. Notre règlement 3001, c'est lui qui vient stipuler notamment les marges latérales, les marges arrière, les marges avant. Donc, c'est pas vrai qu'un citoyen peut implanter sa maison partout où il veut sur son terrain. Il y a quand même des normes à respecter. Puis, c'est si et seulement si toutes les normes sont respectées, les inspecteurs peuvent émettre un permis de construction. Puis c'est ça qu'il va falloir analyser dans ce cas-ci. Tu sais, l'impact, par exemple, du paysage, c'est pas jugé suffisant. Tu sais, le droit à la propriété est plus fort face à une jouissance potentielle des voisins d'un paysage qui ne leur appartient pas. C'est plate, mais c'est comme ça que la loi elle est faite. D'accord. Mais comme je vous dis, il va être analysé comme il faut. On va l'analyser avec le service. Tu sais, je vous invite à déposer votre pétition à Mme Adam. Puis je saurai, tu sais, dans les jours qui suivent, vraiment, tu sais, approfondir vos éléments, puis on va essayer de vous donner une réponse argumentée et complète. Parfait. Bien, je vous remercie. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Je me réjouis quand je lis dans
service d'aménagement, environnement, urbanisme, le point 3.5. Qui est le logement complémentaire? Oui, le Oui. logement complémentaire. Donc, j'applaudis Mme Gravel qui a fait un travail exceptionnel. Je félicite le conseil d'avoir eu une ouverture parce on en a parlé beaucoup de ce phénomène-là. Et c'était une question de règlement. On a vu que, étant donné que l'évolution et la population augmente, donc les règlements doivent être modifiés pour le confort des gens. Et surtout quand M. le maire dit dans le journal, notre population représente l'avenir du Québec. Et c'est exactement ça au travail. Merci. Peut-être ajouter, M. Beauregard, ce que je n'ai pas mentionné dans la lecture du règlement, c'est que la Ville, on essaie d'aller le plus loin possible à l'intérieur de nos compétences. Il faut quand même se conformer aux exigences du schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord, qui est finalement orienté par des exigences ministérielles. Le logement complémentaire, on essaie d'aller exploiter le maximum de la définition du logement complémentaire, ça je l'ai dit un petit peu plus tôt, sans tomber dans la définition du duplex. Puis elle est là, la nuance. Puis, tu sais, il fallait déterminer toute la marge que nous avions pour répondre aux besoins qu'on entend auprès de la population, pour lequel Valérie Gravel a fait un travail de consultation auprès de plusieurs citoyens qui vivent dans des logements comme ça, mais qui auraient aimé aussi avoir un petit peu mieux, puis pas avoir à se frapper le nez sur une réglementation qui était un petit peu peut-être trop restrictive par rapport à ce qu'on pouvait faire. Donc, c'est vraiment ce travail-là. Puis, tu sais, nous, on va continuer à faire de la pression pour un peu élargir cette définition-là. Puis, tu sais, on est dans un principe de densification douce aussi. Ça, c'est important. Tu sais, je pense que de permettre à 2 foyers d'être présents sur le territoire sans avoir à déboiser ou à multiplier les lots, justement pour arriver à des lots de 8 000 pieds carrés, ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut parce que ça a quand même un impact sur l'occupation du sol puis le déboisement que ça peut générer. Puis c'est d'ailleurs pour cette raison que la Ville de Saint-Colomban, on ne peut pas embarquer dans la mouvance des mini-maisons en arrière-lot de propriété. Ça, souvent, c'est un moyen qui est mis à la disposition de villes qui ont des égouts aqueducs, puis pour lesquels ils n'ont pas à se conformer à des objectifs de densité. Nous, notre objectif de densité, sauf à l'intérieur du périmètre urbain, c'est 2,5 unités par hectare. Donc, c'est là qu'on vient à une porte par 4 000 mètres carrés. Donc, il ne faut pas que la définition de logement complémentaire fasse varier ce une porte par 4 000 mètres carrés à 2 portes. Donc, c'est toute là la nuance de la définition de logement complémentaire. La population vieillit. Il y a des gens à Saint-Colomban qui sont nés ici, qui Absolument. vont mourir ici, mais il n'y a pas d'APA. Donc, vous facilitez la tâche des enfants et des petits-enfants Ouais. de d'autres générations Absolument. pour garder à Saint-Colomban les résidents de Saint-Colomban. Absolument. C'est beau. Merci beaucoup. Mais tu sais, peut-être en profiter, on est en élection provinciale d'ici quelques semaines. C'est vraiment le gouvernement du Québec qui a le pouvoir de modifier ces éléments-là. Tu sais, nous, on peut faire des représentations, mais on n'a pas le pouvoir législatif de changer le règlement. Merci beaucoup. Nathan, alors, sur la rue de l'Évêque. Je me demandais si c'était dans l'intérêt de la ville de faire la réfection des bandes sur le patinoire du Bois dormant. Parce qu'ils commencent à être pas mal usés, ils sont cabossés, vous avez changé beaucoup de panneaux, mais toute la structure va se la refaire. C'est ça, je me demandais si c'était dans l'intérêt de la ville. Moi, je ne me rappelle pas qu'on a eu une discussion spécifique sur les bandes, mais sur la revitalisation du parc, oui. Fait que probablement que ça va en faire partie. Ah, OK. Fait qu'on démantèlera pas la structure. Non, tu sais, avec le succès qu'on voit avec le décaqué, là, avec la multisurface qu'on a mis sur le parc Félan, on serait plus en mode de multiplier les usages de cet espace-là. OK. Ouais, plutôt que la démanteler, actuellement. Mais c'est pas dit que dans quelques années, vous avez commencé à voir des villes là, réduire leur nombre de patinoires hivernales. Ouais. Ça, c'est pas dit qu'on va agir en ce sens-là, mais c'est une bonne nouvelle que les multisurfaces soient exploitées. Ça peut servir, là, on est en pickleball, mais ça peut être des surfaces de basketball, ça peut être des surfaces de déco hockey. On a plus de chances dans ce sens-là. OK. Ouais. Puis, des filets aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent ici jouer au pickleball. Des filets de pickleball portatifs comme il y a à Mirabel en haut. Ouais.
au terrain de tennis, ça pourrait être ajouté parce que je sais que vous avez fait des lignes là, dans la patinoire. Ouais. Ça pourrait peut-être être ajouté avec des chaînes là, pour les accrocher pour pas que les gens partent avec. Là. Je vous dirais qu'on a. Je regarde mes collègues, là, la créativité des gens pour partir avec des choses ou abîmer des choses de Saint-Colomban est quand même assez grande. Je suis pas certain que j'aurais envie de laisser ça attaché à des chaînes. C'est bon. Mais, tu sais, cela dit, tu sais, vous exprimez quand même un souci de voir une multiplication d'activités sur différents parcs. On a la même chose. On a ce même souci-là. Puis, tu sais, on a demandé au service des loisirs d'arriver avec une vision là, pour permettre d'exploiter les parcs d'une meilleure façon actuellement. Là. OK. Puis j'ai une autre question aussi. Je me demandais si c'était dans l'intérêt de la ville de faire un nouveau livre d'histoire sur la ville. Ça prend. C'est une très bonne question. Tu sais, moi, j'aurais. Tu sais, pour peut-être faire une mise à jour sur le Ouais. livre existant. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la ville. Puis Ouais. j'aimerais ça intégrer le projet s'il y en a. Ouais. C'est sûr que le premier, tu sais, l'épopée irlandaise, là, Ouais. qui a été écrite par Claude Bourguignon, la ville était extrêmement chanceuse d'avoir un ethnologue de la qualité de M. Bourguignon. Il est vieillissant. Je ne sais pas s'il y aura tu sais, l'énergie de faire la mise à jour. Il faudrait voir avec lui. Puis sinon, si ce n'est pas lui, il faudrait trouver quelqu'un qui a quand même la rigueur historique de travailler sur le projet. Ouais, ben, moi, je me proposerais. Vous avez. Ouais? Ouais. Ben, Ben, je connais quand même bien l'histoire. Puis j'ai des gens, je connais beaucoup de gens aussi qui sont nés ici. OK. Donc, je peux m'informer. Puis c'est ça. Je regarde mes collègues de la culture. Vous avez pris ça en note. Mais tu sais, évidemment, il y a quand même un travail. Tu sais, je ne connais pas votre background. C'est M. Allard, hein, c'est ça? Ouais. Je ne connais pas votre background, mais tu sais, il y a quand même un travail d'archivisme, d'archives à faire, tu sais, de soucis historiques, d'ethnologie. Ouais. Il faudrait vous trouver. Je ne sais pas. Tu sais, je ne sais pas si c'est votre background ou si votre. Non, mais là, je m'en vais à l'école au cégep. Puis je m'en vais étudier en sciences politiques. Là. OK. C'est un bon domaine. Ouais. Si je peux Ouais. me permettre, Ouais, allez-y. la Société d'histoire et d'archives là, des Laurentides ou même la dame qui siège sur notre comité, on pourrait vous Madame mettre, Lévesque. oui, on pourrait vous mettre en relation avec cette dame qui pourrait peut-être être intéressée ou vous aider dans votre projet. C'est bon. Je serais aussi ouvert à rencontrer les gens, d'autres gens qui sont nés ici pour. Parce que je trouve que dans le livre, il n'y a pas assez d'entrevues. Ouais, je pense pas que c'était la formule Ouais. désirée à l'époque. On pourrait tu sais, développer une autre formule. Oui, ben moi je suis content. J'imagine qu'à notre service de communication, bien entendu, parce que je leur fais souvent la demande que ce serait pertinent d'améliorer notre inventaire ou nos Ouais. archives, justement, Beaucoup de de nouveaux citoyens témoignages. depuis ce temps-là. Ouais. C'est Donc, bon? Merci, beaucoup. M. Allard. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Michael Sauvé sur la rue Pouillotte. Moi, j'aimerais ça de faire une demande pour modifier le règlement de l'article 4. Ben, le règlement 4, l'article 1.1, qui dit que les parcs municipaux ferment à 10 heures. Vous avez. J'ai déjà envoyé des demandes Exact. à plusieurs personnes, mais j'ai aucune Mais réponse. c'était prévu pour moi de vous répondre parce que j'étais en question, puis j'aurais dû les prendre même avant la période du public, hein? J'ai oublié. Ben, c'est ce qu'il disait Oui, normalement. oui. Mais là, je les aurais pris avant les questions en ligne. Mais j'aime mieux vous voir en personne. Ouais. Modifier les heures d'ouverture des parcs ou d'éclairage? Ben, en fait, les parcs éclairés, c'est seulement ceux qui ont déjà des infrastructures d'éclairage pour les permettre aux gens de pouvoir les utiliser jusqu'à 11 heures, comme dans les autres municipalités. Ouais. Comme autour. C'est sûr qu'historiquement, tu sais, on a eu beaucoup de demandes inverses. C'est que Pour les. les parcs qui étaient éclairés Ouais. ou ceux non Par éclairés? exemple, pour le terrain de soccer Félan, tu sais, qui a quand même un éclairage assez important. On a eu le même type de Ouais, le commentaires pour parc les. est fermé à 11 heures, mais il est éclairé jusqu'à 11 heures. Mais normalement, tu sais, nous, les demandes, c'est qu'on fasse coordonner l'éclairage avec la fermeture des parcs. Mais c'est pas le cas. Ben, je suis content de l'apprendre. Parce Ça, que ça, moi, ça fait trois. je me fais mettre À dehors, chaque les année. parents sont fermés. Ouais. Ouais, je comprends là, Mais pourquoi. parce que le monde qui joue au soccer, des fois, il y a des événements, des games de soccer. C'est ça qu'on vous a dit? Ouais, puis ça Ah, dure c'était plus pas une bonne longtemps. réponse. Ça dure plus longtemps, mais c'est les surveillants de parc Les viennent. bébés police? Ouais, ceux qui Ouais. viennent de la ville, ceux qui mettent Ils les viennent de gens la police de Mirabel? On non, va mais faire le message. mais c'est les gens qui m'ont dit que c'est la police de Mirabel. Ouais, on va faire le message. On a beaucoup de soucis actuellement Mais avec les messages qui ne sont pas coordonnés. exact. Ma demande, c'est dans le fond, c'est parce
parce que les gens veulent que ça soit réduit Ouais. jusqu'à. Historiquement, c'est ça qu'on avait, puis c'est ça, on en a discuté avant la séance, puis c'est la première fois qu'on a une demande de prolonger les heures d'éclairage. Moi, ça serait principalement pour la période estivale, là, pour l'été, parce C'est normal. il fait très chaud le jour, puis c'est le soir que c'est le fun de pratiquer les sports quand il y a la température est plus adéquate. Ouais. Puis là, j'avais compris que c'était principalement pour le skatepark. Ben, moi, j'ai fait la demande pour allumer la lumière du skatepark qui était juste jamais allumée. OK. Puis là, ça a pris un certain temps, puis là, finalement, elle a été allumée. Là, il l'allume, mais elle est quand même fermée jusqu'à 10 heures. OK. Mais on va faire coordonner ça avec les autres éclairages. Fait que ça va fermer à 11 heures. Mais J'ai hâte de voir. Ouais. Mais c'est écrit sur la pancarte que ça ferme à 10. Ouais, effectivement, c'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a. Mais est-ce que ça vaut la peine de changer le règlement pour. En tout cas, on verra. Je vais regarder. Ben, si c'est écrit que la fermeture des parcs, c'est à 10 heures, il a raison. Moi, mon problème, c'est qu'on dit que les parcs ferment à 10 heures, mais on les éclaire jusqu'à 11 heures. C'est ça mon problème. Mais comment que je pourrais faire pour qu'on. Mais votre demande est claire, c'est de prolonger les heures jusqu'à 11 heures. Exact. Ouais. Si, mettons, je veux rencontrer plus de gens Pour faire cette demande-là, Cette demande-là. ce serait mieux, effectivement. Parce ça que, serait tu sais, si on commence. Ben, Parce que là, c'est un peu peut-être de faire un sondage, parce que, tu sais, nous, comme décideurs, on veut éviter un peu de changer nos règlements parce qu'il y a une personne qui en fait la demande. Je pense que c'est normal. Je comprends très bien. Parce que, tu sais, un jour, on dirait oui, un jour, on dirait non. Puis ça, on veut essayer d'éviter ce type-là. Mais évidemment, si nos demandes sont. Tu sais, si votre demande, elle est plus populaire, tu sais, elle répond, par exemple, à un groupe qui pratique le skate dans le skatepark, c'est beaucoup plus facile d'établir le besoin. Parce que, tu sais, le jour où, tu sais, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, là, on a changé le règlement, puis finalement, tu sais, il ne s'applique plus parce que tu sais, vous n'êtes plus dans le parc, Mais dans mettons. le fond, mettons, moi, ça serait pour le skatepark. Là, c'est pas juste pour moi parce que j'ai rencontré plusieurs gens qui utilisent le parc, eux autres aussi, ils trouvent ça Ouais. dommage. Faudrait que ça, on soit capable de le mesurer. Si, mettons, il y a juste des gens qui veulent utiliser le skatepark jusqu'à 11 heures, vous allez faire un règlement juste Ça pourrait. Ça pourrait. Tu sais, on a ce pouvoir-là. Je ne dis pas que c'est là qu'on irait, mais on a ce pouvoir-là. Moi, ça On serait pourrait dire que. principalement pour les trucs qui sont déjà éclairés, là, si les infrastructures sont déjà là. Êtes-vous plusieurs? Oui, moi, j'ai rencontré plein de gens, j'ai questionné tous les gens dans le parc qui sont dans le parc, ils sont tous d'accord avec ça. Il y en a plein qui trouvent ça dommage, justement, Excusez-moi, Monsieur Sauvé, il faudrait que vous vous approchiez du micro. Oui, on ne vous entend pas. Merci. Parce que ça un peu vous moins aide. grand que les autres. Non, mais ça vous aiderait peut-être à avoir des appuis. Que les gens vous entendent à la maison, c'est pour ça qu'on vous le dit, ouais. Ouais. Mais tu sais, il y a aussi l'autre volet, tu sais, pour lequel on a discuté avant la séance, parce que j'ai fait part à mes collègues des questions que j'avais reçues avant la séance. Tu sais, actuellement, on a quand même plusieurs épisodes de vandalisme, là. Fait que, tu sais, il va falloir évaluer c'est quoi l'impact que ça a si on éclaire les parcs un petit peu plus longtemps sur ce que ça peut faire C'est une question de vandalisme. comme conséquence. Ouais. C'est malheureux, mais on a quand même plusieurs épisodes, puis c'est quand même un problème important. Fait qu'est-ce que de garder les parcs éclairés plus longtemps va amener Moins de vandalisme parce qu'ils sont ou éclairés. plus? Plus parce qu'il reste J'ai plus. pas la réponse. Puis combien de gens devraient. Combien de personnes qui signeraient une pétition auraient un impact? Tu sais, nous, là, notre travail, c'est de répondre aux besoins de la population. Mais je pense pas que c'est une question de signer des pétitions, Ben, c'est pas de de pétition, mais l'utilité, combien c'est de- de Juste l'utiliser, de nous démontrer le le besoin, le c'est ça. skatepark, c'est. Non, c'est sûr. Si vous êtes un groupe de 7-8 là, qui font du skate, le groupe fait du skate Oui. jusqu'à 10 heures, 2 soirs par semaine, c'est facile pour nous de s'adapter. Tu sais, on n'est pas là pour contraindre, on est là pour répondre aux besoins. Fait que 8 personnes, c'est suffisant. Mais moi, que le skatepark qui est occupé et qu'il y a 8 personnes, qui a bien du fun le soir, on ne veut pas nuire à ça, là. Au contraire, tu sais, l'argument, ce serait de dire si ça peut empêcher du monde de faire des niaiseries, on va être là. Parce que vous avez fait une demande de subvention pour le rénover, le skatepark. Exact. Mais ça serait juste pour le skatepark, mais même le deck hockey, le monde qui joue au deck hockey. Ça pourrait être la même chose, ça pourrait être pour le pickleball. Tu sais, si on a un groupe qui aime ça jouer jusqu'à 11 heures et que ça ne crée pas de nuisance auprès des voisins à cause du bruit, il n'y a pas de raison de dire non. Il n'y a pas de raison. Fait que c'est ma tâche à moi d'aller sonder les citoyens. Ben, d'arriver avec une demande un petit peu plus précise, étoffée, puis que ça répond vraiment à un besoin. Pour nous éviter, comme je disais, tu sais, parce que historiquement, les demandes, elles étaient contraires. Tu sais, fermer l'éclairage, ça nous dérange. À cause des les voisins en arrière. Exact. Ça, c'est Exact. Ça, c'est plus ce qu'on reçoit que votre parce demande. que les gens, dans le fond, qui
utilisent le parc, la plupart, c'est des jeunes, je vais vous Ouais. avouer. Mais eux, ils n'ont pas ils ont pas le. La culture politique. Ben, ils n'iront pas Ils demander devraient. que ça ferme à 10. Ben, ils vont le demander, mais ils n'ont pas l'impact. Moi, je me suis fait dire plein de fois, là, depuis que les lumières sont allumées au skatepark, puis que j'ai fait la demande plusieurs fois avant que ça soit fait, ben, les gens ils sont tous venus me dire Hey, as-tu vu, les lumières sont allumées, puis il y a des personnes qui étaient Tant même mieux. contentes Tant qu'ils mieux. soient là. Tant mieux. Tant mieux. Tu sais, nous, on veut répondre aux besoins, mais on veut répondre aux bons besoins. Tu sais. On ne veut pas répondre à un besoin qui va créer un problème. Non, je comprends très C'est bien. là qu'on est. Puis moi, dans le fond, ma question, c'est vraiment la meilleure façon de vous amener ça, c'est Démontrer le besoin. démontrer le besoin, mais c'est de quelle façon que je démontre ce besoin-là en ayant du monde qui signe une demande, je crée une demande. Travailler avec votre conseillère. Je ne sais pas, là, vous m'avez dit, vous Dans habitez dans ce quel cas-ci, secteur? c'est C'est Monsieur Louis-Philippe? Louis-Philippe Alain, travaillez avec lui. Directement, vous n'êtes pas obligé de venir ici à chaque mois pour nous, tu sais. C'est pas le district 2, la rue Pouliot? C'est un. Non, c'est un. C'est au lac Vous Légaré? n'êtes pas chez moi, ça, c'est Ouais, sûr. c'est un. Ouais. Fait que ça serait avec le conseiller que je Ouais. pourrais Ouais, ou sinon, les gens qui sont sur le comité des loisirs, là. Ouais, Louis-Philippe. Parce que moi, j'ai Donc, fait votre les personne va demandes, sur puis on va juste dire j'ai envoyé votre demande au greffe, puis après ça, pas de nouvelles. C'est ça qu'on sert les élus. Il faut nous contacter. Il ne faut pas hésiter à le faire. Vos coordonnées sont toutes en ligne, j'imagine. Ouais. Excellent. Merci, M. Sauvé. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Donc, étant donné qu'on va avoir une seule question à répondre. Quelques, quand même. Oui, mais préalable, Oui, qui avait été envoyé préalablement. préalable, une seule. Ariane Leblond des Loges, rue Béatrice. J'ai constaté la semaine passée des camions lourds qui creusaient les fossés. Est-ce seulement pour l'évacuation des eaux ou c'est un signe que l'asphalte arrive? Aussi, est-ce dans vos plans de faire un parc pour nos enfants sur l'un des terrains nouvellement non constructibles et ou catégorisés espace vert de la rue? Merci beaucoup pour vos réponses. Oui, on est situé donc sur la rue Béatrice. Donc, toute question qui est relative aux travaux qui sont effectués actuellement, il faut les envoyer au promoteur. Donc, nous ne sommes pas propriétaires, nous ne sommes pas responsables. Donc, j'invite les citoyens de la rue Béatrice à contacter le promoteur pour répondre à leurs questions. Concernant le parc, ce n'est pas dans l'intérêt de la ville actuellement de faire un parc de quartier. Il faut savoir qu'historiquement, il y en a eu un sur la rue Joanne et que la ville l'a fermé justement parce que la surveillance, la sécurité, le vandalisme, il y avait beaucoup de transactions de drogue qui se faisaient dans le parc. C'était à la demande des voisins de fermer ce parc-là. Puis la rue Joanne, on est très, très près là, du secteur Béatrice. Là. On est parallèle là, à ce secteur-là. Donc, pour nous, actuellement, l'intention du conseil, c'est la même depuis quelques années. C'est vraiment de se concentrer à réaliser des parcs de plus grande ampleur et non pas des parcs de quartier. Parce qu'à la grandeur des terrains que nous avons, c'est souvent à l'intérieur des capacités des gens de s'acheter des petits modules de parc là, pour faire balancer les enfants. Puis on préfère se concentrer sur le développement de grands parcs qui permettent des infrastructures que les gens ne peuvent pas avoir dans leur cour arrière. On ne fera pas exception pour la rue Béatrice. Moi, je vous invite à faire des requêtes sur Voilà. Là. C'est beaucoup plus efficace que d'attendre une fois par mois et de questionner le maire. Si on fait une requête sur Voilà, ça va directement à l'intérieur des services des travaux publics, puis ils sont capables de planifier des interventions beaucoup plus rapidement. Jonathan Touchette, rue Stella. Simplement une question par rapport au coût pour les jeunes hockeyeurs résidents de Saint-Colomban. Je comprends que nous n'avons pas d'aréna et que nous ne payons pas de taxes à la ville de Mirabel, mais selon vous, est-ce normal de payer environ 830 $ pour une saison de hockey quand mon enfant est âgé que de 7 ans? Nous avons 5 enfants. Il me semble que c'est beaucoup trop dispendieux. On l'a répondu quand même j'ai répondu en début de séance qu'on était pour avoir une rencontre. Cela dit, ce n'est pas dans l'objectif de travailler sur un meilleur rabais, c'est surtout de faire respecter l'entente et qu'elle soit équitable, surtout avec la municipalité de Saint-Hippolyte et la ville de Mirabel en fonction de ce qui avait été établi. La ville de Saint-Colomban a décidé de travailler sur un remboursement et de ne pas faire de discrimination sur le type d'activité sportive pour lequel les enfants sont inscrits. Donc, le règlement propose un remboursement de 225 $ maximum par activité jusqu'à un maximum de 450 $ par année. Puis ça, tu sais, que les parents décident d'inscrire leurs parents au hockey, à des cours de skateboard, de la plongée, de la gymnastique, de la piscine. C'est pas le rôle du conseil de déterminer quelle activité sportive doit être remboursée. Nous, notre rôle, c'est de déterminer une politique de remboursement qui encourage l'inscription.
Et après ça, il faut faire pression auprès des différentes associations si vous trouvez que les tarifs d'inscription sont trop élevés. Ça s'applique aussi à tous les sports, que ce soit au soccer, au baseball, au hockey, à plongée. Puis ça, malheureusement, la Ville, elle n'a pas le contrôle là-dessus. Puis à titre comparable, là, tu sais, pour connaître des gens qui ont inscrit leurs enfants en ski, ça coûte plus cher qu'à 835. En gymnastique, ça coûte plus cher que ça. C'est pas, malheureusement, c'est pas un montant qui est disproportionné par rapport à l'inscription nécessaire pour faire d'autres activités sportives dans d'autres associations qui sont en lien avec Saint-Colomban. David Beauchemin, rue du Pérideau. Vous avez parlé de sentiers sur le projet du Colombier. Je réside à côté depuis 10 ans, mais rien n'a changé, rien n'a été entretenu. Alors, ma question. Rendu à la phase 7, est-ce que cette fois-ci, il va vraiment y avoir un sentier? Qui est responsable de faire les soi-disant sentiers? Sachez que depuis au moins phase 3, on voit des sentiers sur les pancartes de l'eau à vendre, mais rien n'est fait. Il y a quand même plusieurs kilomètres de sentiers dans ce secteur-là. Là. Moi, je sais que Mme Gravel les fréquente plus souvent que moi, là. Mais je ne suis pas nécessairement d'accord. On passe quand même plusieurs heures dans l'entretien de ces sentiers-là. Évidemment, ce sont des sentiers en forêt, là. On n'est pas dans des sentiers aménagés avec de l'asphalte et de la poussière de roche partout, là. C'est pour favoriser vraiment une intégration dans la nature. Il y a quand même un juste milieu à les artificialiser, puis ce n'était pas l'intention derrière l'existence de ces sentiers-là. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, ben, je crois que peut-être la portion que monsieur parle, c'est en arrière, là, donc vraiment, c'est comme sur une terre, là. C'est pas nécessairement, la ville qui en fait l'entretien, là. La ville entretient, c'est marqué, là, au secteur où ce que vous rentrez sur Boisé-Vermont, que la ville n'en fait pas l'entretien non plus l'hiver. On travaille actuellement la portion entre Boisé-Vermont puis la rue du Lac-Rainfray, vers la nouvelle portion, vers le 133 Rainfray. Mais l'autre portion de l'autre côté, c'est sur une terre, donc Privé. privée. Donc, c'est sûr que la ville n'ira pas faire l'entretien, là. Donc, c'est simplement que le propriétaire de la terre, tolère les gens. Donc, j'espère que les gens vont continuer de respecter l'environnement de cette terre. Bonjour, Dave Bérubé, rue Albert-Raymond. Est-ce que le pavage sera fait sur la portion de rue des Érables cette année? Moi, je n'ai pas la réponse à ça. J'ai pas la réponse. On va vous la fournir. On va la demander au service des travaux publics, mais je pense que. Non, mais est-ce que c'est le pavage à l'ouest de Albert Raymond qui est associé au projet domiciliaire en cours? Je pense que c'est ça. C'est le projet, la continuité finalement de Sylvie Séguin qui vient se brancher sur des érables en parallèle à Albert Raymond. Puis ça demeure encore sous la propriété du promoteur, mais on doit arriver près de la date de réalisation du pavage. Mais honnêtement, ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler. On va vous revenir, M. Bérubé. Parce que toute l'autre section de Désérable, si ma mémoire est bonne, c'est asphalté. Mais je crois qu'il y avait une petite portion au printemps qui a comme beaucoup de roches Ça peut qui ont être ça aussi. sorti. Fait que je ne sais pas si ça, c'est un pavage courte section, là. Ça serait à vérifier. Si c'est un pavage à courte section, c'est à l'automne. Marie-Michel Roy, Montée-Brisebois. Pourquoi la demande d'aliénation pour le terrain 4 378 302 sur Côte-Saint-Paul et qui borde le lac Légaré a été refusée? Parce que c'est pas dans l'intérêt de la ville de le laisser aller à un propriétaire privé. Dominique Maillé, rue du Châtelet. Au printemps, il y a une opération de déglaçage sur la rue du Châtelet. La machinerie a endommagé la rue à plusieurs endroits ainsi que le début de mon entrée qui est en asphalte. Est-ce la responsabilité de la ville de faire la réparation? Merci. Ça, c'est début janvier? Au printemps. Ben, OK. Est-ce qu'on a la rue? Châtelet. Châtelet, moi, puis c'est monsieur Monsieur Maillé. Maillé. C'est certain que quand c'est ça, quand on constate des dommages, moi, j'invite tous les citoyens à ne pas attendre quelques mois avant de faire les signalements parce que ça réduit beaucoup votre chance de gagner votre cause. C'est aussitôt constaté, aussitôt signifié. Mais à cet effet-là, tu sais, c'est la même chose, là. Faites une requête sur le site Voilà, puis faites votre requête concernant les travaux publics. Il y a un contremaître qui va aller valider, puis qui va vous demander certains éléments de preuve, parce que c'est pas vrai qu'on garantit
on garantit une action ou un remboursement parce que quelqu'un dénonce. Là, on en a vu toutes les couleurs à travers les années quand même. Martin Laplante, rue Carmen. Est-ce que le projet du nouveau skatepark du Parc Félin est tombé à l'eau? Non. Non, le mois dernier, on a quand même fait une demande au PAFIRSPA, là, qui est un programme de subvention qui nous permettrait d'aller chercher 50 du financement. Donc, on se donne une chance de pouvoir avoir accès à cette subvention-là avant de donner le go au projet, parce que si on peut sauver 50 des coûts, on va le faire. Mais dans le cas contraire, là, le conseil aura une décision à prendre si on va de l'avant ou pas. Mais le projet ne tombera pas à l'eau. C'est simplement qu'on repousse la réalisation du projet pour s'assurer un financement ou un accompagnement financier là, de la part des autres gouvernements. Christina Lebel, rue Champfleury. Est-ce que vous allez reprendre un contrat avec la ville de Saint-Jérôme pour que nous, les résidents, on ait des rabais aux activités? C'est pas prévu, non. Ça fait le tour des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions en salle? Non? Est-ce que quelqu'un propose? Ah! Est-ce que quelqu'un propose la clôture de la séance? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci beaucoup. Donc, nous, on se voit la deuxième semaine de septembre. Nouveauté cette année, en septembre, on adopte le plan triennal des mobilisations. On va le faire dans une séance distincte. Donc, on va l'adopter le premier mardi du mois de septembre en séance extraordinaire. Ça va nous permettre de nous concentrer essentiellement sur l'adoption de ce plan-là au lieu de se dépêcher à terminer notre séance régulière pour présenter la séance qui vient parler des investissements à venir pour les 3 prochaines années. Donc, on va séparer l'exercice. Ça va nous permettre, que ça soit plus digeste pour les gens qui nous écoutent, puis que vous puissiez vraiment vous concentrer sur les questions qui touchent au PTI dans une séance subséquente, sans nécessairement que vous ayez à attendre jusqu'à 9h30 ou 9h pour pouvoir poser vos questions. Donc, on se voit le premier mardi du mois de septembre pour l'adoption du PTI et le deuxième pour la séance ordinaire. Au plaisir.